Bonjour Dominique et merci mille fois d'être venu ici au GREP pour évoquer, non c'est pas ton dernier ouvrage, j'ai vu que tu en avais sorti un, enfin en tout cas le préface d'un. Ah non, c'est celui-là le dernier. Ouais. Dominique, voilà, une société désirable, comment prendre soin du monde. Dominique, mais tous tes diplômes étaient... Oh, c'est gênant, ouais. C'est très gênant, mais je pense que c'est intéressant pour ce que tu nous vas nous dire. Tu es donc normalienne, agrégée de philo, docteur en sociologie, mais aussi énarque. Et c'est ce qui t'a conduite à l'inspection des affaires sociales, avant d'être une actrice très importante de la recherche dans le domaine du travail et de l'emploi, d'abord comme responsable des recherches au ministère du Travail, et puis dans de nombreux centres de recherche. Aujourd'hui, tu es professeur de sociologie à Dauphine, membre de l'IRISCO, et tu présides l'Institut Veblen, qui œuvre pour la transition vers un mode de développement beaucoup plus soutenable. Le GREP est donc très très heureux de t'accueillir parce que je crois que tes thèmes de recherche traversent de nombreuses préoccupations. Vous entendez pas? Voilà, comme ça c'est mieux? Bon. La semaine dernière, effectivement, nous accueillions Bertrand Badi autour de la question de la fin d'un monde. Et dans cette conférence passionnante, il nous expliquait qu'il y avait un écart gigantesque entre la paix telle qu'elle était conçue encore aujourd'hui traditionnellement, comme la non-guerre entre les États-nations, et puis la paix véritable auquel aspiraient les peuples, finalement, fondée au fond sur la paix de la société en résolvant les grands problèmes qui traversent nos sociétés, dont bien évidemment celui de l'environnement, mais pas simplement celui de l'environnement, aussi celui du travail et beaucoup d'autres problèmes. Je crois que ta démarche est un petit peu semblable, d'une certaine façon, aujourd'hui. Dans l'émission que tu as faite à propos d'un texte de Jürgens Habermas sur France Culture, je vous invite à l'écouter. Tu disais qu'en arrivant à l'ENA, tu avais été absolument sidéré, alors que tu venais faire de la philo, de la politique, etc. Tu avais été sidéré par le fait qu'on ne vous parlait que économie, gestion, technocratie, etc. Et que tu ne voyais pas du tout dans cet enseignement des hauts serviteurs de l'État, effectivement, ce qui pouvait ressortir, au fond, des sciences sociales, tout simplement, et surtout cet écart avec la politique au sens noble du terme. Et je crois aussi que c'est pour comprendre cette domination de l'économie et cette mise à l'écart de la politique au sens profond du terme, que tu t'es intéressée au travail et que tu as été conduite, en même temps que tu animais la recherche sur le travail, à passer une LDR de sociologie du travail avec Gilbert de Tersac, qui est ici dans la salle à l'université Jean Jaurès. En tout cas, je crois, à partir du travail, comme facteur de reconnaissance sociale, d'interaction sociale, que tu as développé ton interrogation sur un autre monde possible, en t'interrogeant aussi sur l'égalité homme-femme, la question des inégalités, et puis au sein de l'Institut Veblen, sur toutes les questions du développement durable. Dans le livre dont tu vas nous parler aujourd'hui, Une société désirable, qui est issu de tes chroniques sur France Culture, tu pars de l'analyse des trois grandes crises contemporaines que sont la crise du travail, qui nourrit tellement de colère, la crise de l'État-providence, qui laisse les plus précaires, mais pas simplement les plus précaires, sans protection, la crise écologique qui affecte le monde entier, pour essayer de trouver des réponses concrètes à ces différentes crises dans le domaine de l'emploi, du travail, dans le domaine de l'Europe sociale, et particulièrement, je crois, tu as fait une chronique dans Le Monde sur l'Europe-providence, sur ce qu'on pourrait faire au niveau de l'Europe pour substituer à l'Europe de la concurrence libre et non faussée une Europe-providence. Bref, tu ouvres toute une série de pistes et tu nous invites surtout à les mettre en récit pour essayer de convaincre
tout un chacun qu'un autre monde est possible. Je crois qu'aujourd'hui, dans le maelstrom que nous vivons en France, on a besoin d'un discours comme celui-là. Comment faire un autre monde possible alors qu'il y a une mobilisation des esprits qui se répand? Je crois que ça, c'est très très important. Et tu nous dis, il faut substituer à nos passions tristes des passions positives. Alors, finalement, je vais te laisser tout de suite la parole parce que j'espère que tu vas nous dire quel chemin on peut prendre, effectivement, pour faire ces réformes et substituer à nos passions tristes d'aujourd'hui des passions positives. Merci, Dominique. Alors, je vais là-bas, c'est ça. Et peut-être, comment faire? Hop, je pousse ça. Est-ce qu'il marche, le micro? Hein? Faut appuyer, mais sur quoi? Ah, super. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup au GREP de son invitation. Merci d'être nombreux. C'est très impressionnant d'être ici. Merci à Marie-Laure pour sa présentation. Et puis bonjour en effet à Gilbert de Tersac, mon mentor. Hein. Où est-ce qu'il est, Gilbert ? Est-ce qu'il ne me ferait pas un petit signe? Il est là-bas. Voilà, qui m'a permis en effet de faire ce basculement, hein, puisque j'avais commencé une carrière administrative à l'IGAS puis au ministère du Travail, et il m'a permis de passer dans le monde universitaire. Et c'est vrai que de cette manière, moi, j'ai un peu toujours à la fois l'esprit et les pieds dans plusieurs mondes en fait. J'ai mes premières amours de philosophie qui m'ont énormément marquée, qui me rendent un petit peu idéaliste et normative. Ensuite, j'ai eu ma couche de politique publique à l'ENA. Et puis ensuite, je suis rentrée à l'université et j'ai fait de la sociologie. Alors, je ne vais peut-être pas vous raconter pourquoi j'en suis venue là. En fait, j'avais écrit un premier livre que j'avais intitulé « Le travail, une valeur en voie de disparition », sans point d'interrogation. Alors j'avais eu un peu des problèmes avec justement les sociologues du travail, hein, qui m'avaient dit mais enfin pas du tout, le travail n'est pas du tout une valeur en voie de disparition, et c'est pas ce que je voulais dire, hein. Ce que je voulais dire à l'époque, c'est que au contraire le travail avait pris une importance absolument majeure, avait été de plus en plus valorisé à travers les siècles, c'est-à-dire qu'en gros si on fait l'histoire longue du travail, on part d'un moment dans la Grèce antique où il est très méprisé, où il n'est pas valorisé, et puis peu à peu il va devenir valorisé et il va devenir le centre de nos vies, peut-être un petit peu trop au XXe siècle. Et donc, ce que je voulais raconter, ce que je voulais promouvoir, c'était une société dans laquelle le travail à la fois aurait été mieux réparti, mais aurait peut-être pris moins de place, de manière à laisser plus d'espace et de place aux activités politiques, citoyennes, amicales, amoureuses, bref, d'autres activités qui sont aussi très importantes pour les êtres humains. Et donc, cette critique des sociologues du travail, elle m'a fait réfléchir et elle m'a donné envie d'aller faire des enquêtes auprès des personnes pour voir ce qu'il en était de leur rapport au travail. Voilà, je crois que j'ai résumé assez rapidement mon rapport à ces différentes disciplines et à cette histoire du travail. Alors, je voudrais placer notre réflexion de ce soir parce que, vous voyez, on est un peu décalé, là, il est en train de se passer des choses très importantes, peut-être qu'on a dit qu'on s'interromprait si on avait un nouveau Premier ministre, ou un ancien Premier ministre d'ailleurs. Donc, voilà, le propos est un peu décalé par rapport à l'importance du moment, parce que c'est très important ce qui est en train de se passer, cette nomination du Premier ministre. Est-ce qu'on ne va pas avoir après des révoltes sociales, quelque chose de ce genre? Et donc, je voudrais placer cette conférence sous le signe de Polanyi. Polanyi, donc, qui écrit en 1947 La Grande Transformation, et dont vous vous souvenez peut-être que la thèse est que le marché autorégulateur s'est tellement développé au XIXe siècle, marché autorégulateur qui a donné lieu à des marchandises fictives, hein, le travail, la monnaie, la terre, que les sociétés ont été tellement blessées, attaquées, que pour se protéger,
elles se sont jetées dans les bras du totalitarisme. Et on se demande si cette affaire n'est pas en train de se reproduire, c'est-à-dire, on en parlait avec François Morin tout à l'heure, est-ce qu'on n'a pas tellement ouvert les vannes de la liberté des capitaux, et est-ce qu'on n'est pas en plein marché autorégulateur en ce moment, que nos sociétés traumatisées sont en train de se jeter partout en Europe et ailleurs dans le monde, dans les bras des gouvernements autoritaires et dans les bras du totalitarisme. Voilà, j'aimerais qu'on place cette réflexion sous l'auspice donc de Karl Polanyi. Alors, Marie-Laure a dit, dans cet ouvrage donc, que j'ai intitulé une société désirable, j'essaye de réfléchir à partir de 3 crises. La crise du travail, la crise de l'emploi, la crise de l'État-providence. Alors, vous allez me dire, oh là là, on nous parle que des crises. C'est vrai que ce mot de crise, il est maintenant usé. Il y a des crises partout, il y a des crises tous les jours. On pourrait parler de la crise démocratique, de la crise politique. Et moi, je vais vous parler de celle-là et aussi de la crise écologique pour essayer de comprendre comment on pourrait, comme dit Marie-Laure, dessiner un autre chemin. On avait écrit un bouquin avec Éric Heyer, l'économiste, et Pascal Lokiak, le juriste, que l'on avait intitulé « Une autre voie est possible ». C'était en 2018. Depuis, les choses ne se sont pas tellement améliorées. Alors, je commence par la crise du travail. Bon, on nous parle plutôt en ce moment de la crise de la valeur travail, hein, cette idée que bon, les gens voudraient plus travailler, qu'ils seraient devenus paresseux. Déjà, Olivier Blanchard et d'autres économistes nous disaient ça il y a quelques années, hein, au moment de Nicolas Sarkozy, que bah, la France avait une préférence pour le loisir, qu'on ne travaillait pas assez, que les 35 heures avaient été une catastrophe. Et on nous dit aussi que cette crise de la valeur travail, elle est particulièrement portée par les jeunes, que les jeunes seraient encore pires que les plus âgés. Alors eux, ils ne veulent plus rien faire du tout. Ils sont matérialistes, ils sont désengagés, ils sont accros à TikTok et puis c'est tout. Et puis on nous dit aussi, dernière conférence de François Bayrou, ou pas mal de bouquins, hein, je pense au bouquin de Denis Oliven, bah, qu'on ne travaille pas assez et que notre problème, c'est non seulement qu'on a un problème avec le travail, avec le valeur travail, mais qu'on ne travaille pas assez, que si on travaillait plus, tous nos problèmes seraient réglés. C'est ce que nous a dit François Bayrou dans sa dernière conférence de presse. Alors, je pense que c'est très important de dire que tout ça est faux, qu'on n'a absolument pas de problème avec la valeur travail. Toutes les enquêtes européennes et autres, qu'elles soient sur de grands échantillons, sur de petits échantillons, nous montrent que les gens veulent travailler. Les gens veulent travailler, ils ont besoin de travailler. Le travail est pour eux une source d'identité et de réalisation de soi. Alors certes, ils veulent travailler pour obtenir un revenu, mais aussi pour, quand on interroge les gens pour savoir ce qui est important pour eux, ils disent pour réussir quelque chose. Les jeunes sont plus de 80% à dire pour moi le travail c'est réussir quelque chose. Donc me confronter à des difficultés, à des défis et prouver ce dont je suis capable. C'est un sociologue allemand qui s'appelle Stefan Vosswinkel qui nous dit que le travail, c'est devenu la dernière arène dans laquelle on peut montrer aux autres de quoi on est capable et susciter leur admiration. Ça nous rappelle un petit peu la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel, hein, c'est-à-dire celui qui se confronte à la dureté du monde, finalement, c'est celui qui peut le mieux connaître ce monde. Alors, c'est faux aussi qu'on travaillerait moins que les autres. Alors souvent, ceux qui dénoncent le fait qu'on serait des paresseux utilisent une statistique de l'OCDE qui est la statistique du nombre d'heures par habitant. Donc, on regarde le nombre d'heures par habitant et puis, si j'avais pris mon PowerPoint, vous verrez que la France, elle est tout en bas. Je crois que c'est 664 heures par habitant. Et donc, bah, on nous dit qu'on est vraiment les plus nuls, quoi, les pires en Europe. Bon, vous voyez que cette statistique, elle est absurde de ramener le nombre d'heures travaillées au nombre d'habitants, parce que ça veut dire que plus on a d'enfants, alors moins on travaille. Moins on travaille. C'est absurde. Ce qu'il faut regarder, c'est le nombre d'heures travaillées par personne en emploi. Et là, on est tout à fait au-dessus de l'Allemagne, de l'Autriche, du Danemark et de tas de pays. Et donc, on n'a pas du tout à rougir de notre nombre d'heures de travail. Alors, c'est vrai qu'il y a un problème de taux d'emploi, ou du moins que notre taux d'emploi est un peu moins élevé que celui des autres pays, notamment
pour les jeunes. On a des jeunes dont le taux d'emploi est faible et dont le taux de chômage est élevé. Pour les femmes, même si l'écart se comble avec les hommes, il est quand même encore de 6-7 points. Et puis, on sait que l'emploi des femmes est différent, hein, que les femmes travaillent plus à temps partiel, qu'elles n'accèdent pas aux mêmes emplois que les hommes. Et puis, le taux d'emploi des seniors. Mais simplement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si ces taux d'emploi ne sont pas plus élevés, c'est parce qu'il y a des raisons bien précises, hein, et notamment pour le taux d'emploi des seniors, eh bien, on sait qu'ils sont comment dirais-je, remerciés souvent avant d'accéder à l'âge de la retraite, ou bien ils sont usés. Ce qu'on peut dire aussi sur le travail et sur l'emploi, c'est que les attentes, ce que l'on voit, c'est que les attentes des personnes à l'égard du travail, elles sont extrêmement intenses. Toutes les études sur les valeurs des Européens montrent qu'on est les plus nombreux en France, ou parmi les plus nombreux, à considérer que le travail est très important. Et quand on demande aux gens ce qu'ils attendent du travail, je vous disais tout à l'heure, ils en attendent un revenu, mais aussi la possibilité de se réaliser, de s'épanouir, et de montrer qui ils sont. Mais en même temps, quand on regarde ce que disent les Français de ce travail, à la fois on a un paradoxe français, à la fois ils sont les plus nombreux à dire que le travail est très important, mais les plus nombreux à dire qu'ils aimeraient bien que le travail prenne moins de place. Alors comment peut-on expliquer cet apparent paradoxe? D'une part parce qu'il y a des préoccupations de conciliation qui sont de plus en plus importantes dans la société, à mesure d'ailleurs que les femmes sont plus nombreuses à travailler, hein. Lorsque les deux membres d'un couple travaillent, il faut bien que quelqu'un, avant les femmes étaient des réservoirs de temps, maintenant il faut bien que les hommes prennent aussi leur part. Donc il y a des préoccupations de conciliation qui sont aujourd'hui partagées par les hommes et par les femmes. Donc premier point, on veut que le travail prenne moins de place parce qu'on a d'autres choses à faire, on a des activités domestiques et familiales à assurer. Et puis, et j'en viens à mon point le plus important, eh bien, il y a une crise du travail. Il n'y a pas une crise de la valeur travail, mais une crise du travail, une crise des conditions de travail qui s'est accélérée et qui s'est aggravée au cours des décennies, hein. Je donne deux exemples. Un exemple qui vient de la DARES. Donc, on a une enquête. La DARES, c'est la direction où j'ai travaillé pendant très longtemps, la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques. Donc, c'est l'organisme qui, au ministère du Travail, produit les statistiques et fait des grandes enquêtes, dont l'enquête Conditions de travail, qui, depuis 1978, interroge un énorme échantillon d'à peu près 25 000 actifs, tout à fait représentatifs, pour suivre l'évolution des conditions de travail. Ce qu'a montré cette enquête sur le temps long, c'est qu'il y a eu une dégradation des conditions de travail à la fin des années 80, puis une petite stabilisation, puis à nouveau, à partir de 2013, une aggravation. Donc tout ça est parfaitement suivi. On sait quelles sont les catégories socio-professionnelles qui souffrent le plus de cette aggravation des conditions de travail. Mais donc je voudrais insister sur la dernière publication de la DARES qui date de 2023. En fait, cette publication, elle est sortie en pleine manifestation contre la réforme des retraites. Donc ça a fait beaucoup de bruit. Et elle concernait la dernière vague qui avait été passée en 2019. Que dit cette enquête? Que 37% des actifs en emploi ne se sentent pas capables de tenir dans leur travail jusqu'à la retraite. C'est un chiffre énorme. 37% des actifs en emploi ne se sentent pas capables de tenir dans leur travail jusqu'à la retraite. Et ce qui est très intéressant, c'est de regarder de façon plus précise, à la fois par genre. Donc les femmes sont plus nombreuses à le dire que les hommes. Lorsqu'il y a des jeunes enfants, elles sont encore plus nombreuses. Et c'est à peu près bien réparti, ou du moins pas très différent, entre les cadres, les ouvriers et les employés. Les cadres sont 32% à le dire et les ouvriers et employés 39%.
Et donc, tout ça nous donne une moyenne de 37%, un chiffre donc extrêmement important. Et donc, vous voyez, ça tombait en plein milieu des manifestations sur la réforme de retraite, où ce que disaient les gens, en effet, c'est on n'est pas capable de travailler plus longtemps parce que, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas au travail. Et puis, on a exploité avec mes collègues l'enquête, cette fois-ci européenne, sur les conditions de travail, la vague 2021. Et là, on s'est aperçu que la France, sur 36 pays, c'est un énorme échantillon aussi, 71 000 personnes, la France était en queue de peloton, tout simplement. En queue de peloton, j'aurais dû vous amener mes jolis schémas, parce que ce que l'on voit, c'est que la France était à la fois faisait pire que les bons élèves. Les bons élèves, hein, c'est l'Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark. Et pire que l'Union européenne à 27 sur plusieurs items. Pire en matière de pénibilité physique, mouvements répétitifs de la main et du bras, posture douloureuse, port de charges lourdes. Pire que les autres en matière de contraintes émotionnelles, en matière de discrimination, mais aussi en matière de reconnaissance au travail et notamment monétaire surtout, hein, pour le travail accompli. Dans mon souvenir, 45% des Français disent qu'ils sont payés à la mesure de l'effort qu'ils font, contre 68% des Allemands. Donc, un gros problème côté salaire. Autre gros problème, le fait de ne pas être consulté dans son travail. Et ça, les enquêtes que l'on a pu faire auprès des salariés le confirment tout à fait. Hein. Un sentiment de mépris. Les personnes se sentent méprisées. Je me souviens d'un ouvrier qui nous disait le petit ouvrier, on ne le regarde même pas. Les gens, ils viennent des bureaux et ils disent il faut faire ça, ça, mettre ça là, mais jamais on ne nous parle à nous. On est des pions, on n'est rien, on est invisible. Et donc, voilà, une situation donc, des conditions de travail en France très grave, très, très inquiétante. Et j'en reste là pour la crise du travail. Donc, une crise du travail très importante en France. Ensuite, une crise de l'emploi. Une crise de l'emploi, pourquoi parce que déjà, ce n'est pas parce qu'on a 7,8% de taux de chômage que tout va bien. Vous savez quand même qu'il y a aussi ce qu'on appelle le halo autour du chômage, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas comptés parce que la manière dont on compte les chômeurs, elle est très surveillée. Hein, il faut respecter des critères internationaux. Et puis aussi parce que la qualité de l'emploi n'est pas bonne. Vous avez plein de gens qui travaillent en horaire atypique, 36% quand même des actifs. Vous avez beaucoup de gens qui voudraient travailler plus, etc. Et c'est pas seulement un problème, c'est pas seulement un problème français, c'est un problème plus général. Et je voudrais vous raconter, vous parler de deux autrices qui me semblent très importantes, dont je parle dans le livre. L'une qui s'appelle Joanne Williams et l'autre s'appelle Harley Hochschild. Peut-être vous connaissez mieux la deuxième que la première. Ce sont des sociologues américaines qui ont étudié les raisons de la victoire de Trump en 2016 notamment. Ce qu'elles expliquent, c'est que ce qui s'est passé aux États-Unis est absolument terrible, c'est-à-dire que énormément de gens ont perdu leur emploi avec les délocalisations et avec l'automatisation. Et ce qu'elles racontent, c'est que les gens n'ont pas supporté de perdre leur emploi ou d'avoir une qualité de l'emploi très dégradée avec des salaires très diminués. Et que ce qui s'est passé, c'est que les démocrates n'ont absolument pas compris ce qui se passait. Ils n'ont pas compris ce qui se passait en matière de valeur accordée au travail par ces personnes, c'est-à-dire les personnes, elles voulaient réobtenir un emploi et trouver une dignité dans leur travail. Alors, disent ces deux chercheuses, que ce qu'ont compris et ce qu'ont donné les démocrates, c'est plutôt des allocations, et en plus des allocations aux plus pauvres, ce qui a fait, vous savez, on raconte souvent ça, hein, des classes qui sont prises en gros à la fois par-dessous, c'est-à-dire elles ont peur d'être attrapées par les plus pauvres qui ont des allocs, et par-dessus. Et je raconte ça parce que je pense qu'il est en train de se passer exactement la même chose en France, et qu'on a vu le même type de réaction du monde politique ou d'une partie du monde politique en 2011 avec la fameuse note de Terra Nova, dont vous vous souvenez peut-être, lorsque Terra Nova avait dit en fait qu'il fallait
peut-être cesser de s'intéresser aux ouvriers, dont les valeurs étaient vraiment trop populaires, quoi, un petit peu dégoûtantes, et qu'il fallait aller chercher plutôt le vote des personnes immigrées, issues d'immigration, des femmes, des jeunes urbains de banlieue, etc. Et voilà, je crois qu'il faut qu'on fasse très attention à ce qui s'est passé aux États-Unis. Le fait que le choc de la perte d'emploi, de la perte de puissance due à ces délocalisations très massives et à l'automatisation a entraîné des réactions que Trump a su non pas comprendre, mais qu'il a sans doute sur lesquelles il a surfé, alors que les démocrates ne comprenaient pas. Et il ne faudrait pas que nous, dans notre pays, on prenne ce même chemin. On est en train de prendre ce chemin, en fait, parce qu'on n'a pas compris l'aspiration des classes populaires, en effet, à accéder à un emploi digne, leur permettant de nourrir leur famille, et qu'on n'a pas mené les politiques qu'il fallait. Troisième crise, la crise de l'État-providence. Je raconte en m'inspirant des analyses d'un sociologue qui s'appelle François-Xavier Mérien. Je montre le basculement qui s'est opéré du consensus de Philadelphie au consensus de Washington. Consensus de Philadelphie, c'est ce qui se met en place à partir de la déclaration de Philadelphie lorsque l'organisation internationale se reconstitue en 1944 et qu'en France, on crée la sécurité sociale. C'est quoi ce consensus? C'est que les personnes sont un petit peu myopes, aveugles, qu'elles doivent être protégées, que l'État doit intervenir pour les protéger. J'ai fait ma dernière chronique, puisque c'était les 80 ans de la Sécu, en citant l'exposé des motifs de l'ordonnance du 4 octobre 2025 qui crée la sécurité sociale et qui est un texte absolument fabuleux, dans lequel, et il est écrit de la main de Pierre Laroque, Pierre Laroque qui n'était pas un dangereux gauchiste, c'était un conseiller d'État qui avait rejoint de Gaulle à Londres. Et dans ce texte, ce qui est expliqué, c'est que la sécurité sociale, elle est là pour organiser une vaste redistribution du revenu national en prenant sur les personnes favorisées pour donner aux personnes défavorisées. Et il dit encore que la sécurité sociale, c'est l'instrument qui va permettre aux travailleurs qui sont toujours sous la menace de la misère de sortir de leur complexe d'infériorité face aux possédants sûrs d'eux-mêmes. Et je trouve que ce texte à lire aujourd'hui est absolument fabuleux parce qu'on voit que la Sécu, c'est pas du tout un dispositif technocratique. D'ailleurs, il y avait une très grande ambition de démocratie sociale, puisque ce que disent Laroque et Croizat, mais là c'était Laroque d'abord, c'est que cette sécurité sociale, elle doit être donnée à gérer par les intéressés. Et Laroque pense que ça va permettre à tous les ouvriers, à tous les salariés, de faire leur éducation, de gérer cette énorme masse financière, et que ça sera ça le début d'une grande démocratie sociale. Et c'est pas du tout ce qui se passe, puisque, bon, d'abord, la démocratie sociale, on la fera pas, c'est les ordonnances de 67 qui organisent le paritarisme dans la Sécu. Et puis plus tard, ce sera la reprise, une sorte de reprise en main par l'État. Mais surtout, on passe de ce consensus de Philadelphie au consensus de Washington dans les années 80, c'est-à-dire, ah ben non, c'est pas vrai que les salariés, ils sont aveugles, ils sont faibles, ils sont vulnérables et qu'ils doivent être protégés. Pas du tout. Ils savent très bien faire des choix. Donc, il faut éviter l'aléa moral, et il faut éviter qu'en fait les gens prennent plein de risques puisqu'ils savent qu'ils seront couverts par la protection sociale. Vous pouvez aller skier sur des très hautes montagnes et prendre plein de risques puisque vous savez que vous serez soigné. C'est pas vrai. Donc, l'acteur est rationnel, l'acteur fait les choix rationnels. Il faut qu'il soit responsable individuellement. La protection sociale, ça coûte horriblement cher et ça n'incite pas les gens à travailler. Et donc, il faut en revenir finalement, d'après ce consensus de Washington, à ce qui existait dans les années au 19e siècle, c'est-à-dire à la responsabilité individuelle. Et alors, on ne peut pas dire que notre État-providence quand même est menacé aujourd'hui. Je crois qu'il est encore bien solide. Enfin, il est encore là, mais c'est vrai qu'il est remis en cause avec cette histoire de responsabilité individuelle qui revient beaucoup. Et puis, mon quatrième et dernier point, puis après on en viendra peut-être comment on peut sortir de tout ça, c'est à mon avis la crise la plus importante, la crise majeure, c'est la crise écologique.
Elle est majeure parce que c'est d'elle que dépend notre vie, qu'on risque d'avoir d'ici quelques années des conditions de vie épouvantables, hein, avec le réchauffement climatique, la perte de biodiversité, etc. J'en passe et des meilleurs. Là aussi, je voudrais faire un tout petit peu d'histoire, précisément pour dessiner le chemin qui pourrait nous permettre d'en sortir. Si on fait un petit peu d'histoire et si on revient là encore à la Grèce antique, dans la Grèce antique, la sobriété, la tempérance, c'était une valeur. C'était pas seulement une valeur individuelle, c'était une valeur collective. Sobriété, tempérance, modération, respect de la limite. Très grande importance de la limite. La juste mesure, je ne dois pas aller trop loin, la limite versus l'hubris, celui qui dépasse, qui est dans la démesure. La crématistique, hein, Aristote dit qu'il y a deux types d'économie, il y a l'économie naturelle, c'est on fait le commerce pour répondre aux besoins de la maisonnée. Et dans cette perspective-là, il est autorisé. Versus la crématistique, je passe mon temps à faire des petits à la monnaie, simplement pour avoir plus de monnaie, et ça sert strictement à rien, ça n'a plus de prise sur le réel, c'est illimité. Et donc, c'est pas bien parce que c'est illimité. La pensée chrétienne va prendre le relais de cet amour de la sobriété, de ce respect de la sobriété, mais il va y avoir un double basculement qui est très important à regarder, hein, un double basculement au XVIIe et au XVIIIe siècle. Au XVIIe siècle avec la modernité, la pensée de Descartes et Bacon. Hein. Francis Bacon, il écrit un petit texte absolument extraordinaire qui s'appelle La Nouvelle Atlantide. Sur la page de couverture, c'est un bateau qui dépasse les limites du monde connu. Donc, c'est une invitation à dépasser toutes les limites. Et d'ailleurs, c'est le grand slogan qui est mis au cœur de la Nouvelle Atlantide, cette idée qu'il faut dépasser les limites, il faut pénétrer les secrets de la nature, il faut violenter la nature pour qu'elle nous donne ses secrets, parce que connaître, c'est pouvoir. Et il y a un très beau texte de Caroline Merchant, qui est écrit en 1980, cette fois-ci, donc bien longtemps après, qui a fait un lien, un rapprochement entre cette volonté de violenter la nature et ce qui se passe avec les femmes à l'époque, c'est-à-dire on brûle les sorcières et comment dirais-je, on rabaisse et on violente aussi, en effet, les femmes. Et puis, ce qui se passe au même moment, puisque Francis Bacon et René Descartes écrivent au même moment, hein, dans le premier tiers du XVIIe siècle, bah, vous vous souvenez, Descartes, c'est le fameux cogito, et c'est surtout le dualisme, la différence entre esprit et matière, et puis surtout entre moi et la nature, et cette espèce d'injonction qui nous est faite, hein, vous vous souvenez de la fameuse phrase, de nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'améliorer nos conditions de vie et de devenir, d'améliorer nos conditions de vie quotidiennes, notamment grâce à la physique et à la médecine. Et puis le deuxième basculement, il se passe un petit peu après, au XVIIIe siècle, avec par exemple la fable de Mandeville. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est l'histoire d'un essaim d'abeilles. Ces abeilles, elles vivent dans le vice, et ça va très bien pour elles. Elles sont prospères. Plus il y a de vices, plus elles sont prospères. Donc, le vice privé entraîne l'enrichissement public. Et puis, un jour, Zeus est très fâché de tout ça et il veut remettre de l'ordre dans cette ruche. Et donc, il leur interdit d'être vicieuses. Et donc, elles deviennent vertueuses. Et devenant vertueuses, l'essaim va périr parce que la frugalité, cette peste de l'industrie, écrit Mandeville, plus rien n'est produit, alors qu'il faudrait produire toujours plus. Et puis, je continue sur cette veine de la production. Hein. Qu'est-ce qui va se passer après, à partir de ce XVIIIe siècle? On a de plus en plus d'auteurs qui nous disent qu'il faut produire toujours plus. Adam Smith en fait partie. Et puis, il faut produire toujours plus, consommer toujours plus. Je pense à une très belle citation de Jean-Baptiste Say qui dit que il faut faire attention que si on empêche les gens de consommer, les humains vont redevenir des brutes, parce que la consommation, elle nous permet d'affiner nos facultés. Donc,
produire toujours plus, consommer toujours plus. Ça va nous mener, je fais des grands pas et je simplifie outrageusement, pardonnez-moi, ça va nous amener au milieu du XXe siècle avec ce système extraordinaire qui est inventé à ce moment-là, qui est le système de comptabilité nationale, qui est un dispositif qui va devenir universel, qui nous permet de calculer le produit intérieur brut, et le taux de croissance du produit intérieur brut va devenir notre indicateur fétiche. Et on va donc, me semble-t-il, durant ces quelques siècles, rabattre complètement le progrès sur les points de PIB et sur la croissance du PIB, en oubliant toutes les autres dimensions du progrès. Alors, il y aura des alertes contre cette croissance qui est devenue un petit peu folle et qui dégrade notre environnement. Souvenez-vous, 1972, le rapport Meadows, le rapport Limits to Growth, où la croissance est mise au centre. Et ce que nous disent les Meadows, c'est si vous continuez comme ça, il y aura un effondrement avant la fin du XXIe siècle. Et cet effondrement, il prendra pas ça ne sera pas la fin de l'humanité, ça sera une partie de l'humanité qui périra. Et puis la fraction survivante, elle vivra dans des conditions absolument épouvantables. Et ce qui m'a intéressé, c'est de regarder la réception de ce rapport Meadows. Et je voudrais vous dire deux mots de deux réceptions du rapport Meadows. La première, c'est Mansholt. Alors, Matt Scholz est devenu mon homme politique préféré. C'est à l'époque le vice-président de la Commission européenne. Il s'occupe d'agriculture. Il est dans la Commission européenne depuis 1958. Il a vécu tous les moments de la Commission européenne. Il a vécu le marché commun et tout ça. Et pendant les vacances de Noël 71, il lit les bonnes feuilles du rapport Meadows. Et alors, il est complètement bouleversé. C'est-à-dire que lui qui avait fait des plans productivistes pour l'agriculture et tout ça, il est bouleversé. Et donc, il écrit une courte lettre à son collègue, le président de la Commission européenne, pour lui dire qu'il faut organiser la bifurcation écologique de l'Europe. Il dit seule l'Europe. Alors, à l'époque, on n'est que 6, on n'est que 6 pays. Et il dit à ce président, l'Europe est la seule capable de faire ça. Il ne faut pas compter sur les États-Unis, ils sont trop cons. Voilà, seule l'Europe peut faire ça. Et il écrit, je trouve que c'est un texte absolument magnifique, qu'on a republié aux éditions des Petits Matins récemment parce qu'il était épuisé. Et donc, en quelques pages, il donne un programme de bifurcation écologique qui vaut exactement pour aujourd'hui. Il dit qu'il faut qu'on se protège, il dit qu'il faut, il faut faire une planification écologique, planification européenne articulée avec une planification des États membres, nationales donc, qu'il va falloir donner la priorité aux choix politiques et aux choix des produits essentiels. Bref, absolument tout y est. Qu'est-ce qui se passe? Georges Marchais, le secrétaire national du Parti communiste français, découvre, il y a une fuite de cette lettre, et Georges Marchais découvre cette lettre et va s'en servir dans le débat public français qui s'ouvre parce que 72, c'est la date du référendum sur l'entrée de 4 nouveaux pays dans l'Union européenne. Et Georges Marchais prend cette lettre, il dit, vous voyez, voilà, c'est ça l'Europe. L'Europe, elle prépare l'appauvrissement des salariés, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Mansholt, il est en faveur d'un ralentissement de la croissance, même de la croissance zéro. Hein. Il pense que si on veut s'en sortir, il faut diminuer radicalement la consommation matérielle et la production matérielle, mais augmenter, parce qu'il sait que la consommation c'est important, augmenter la consommation immatérielle, les services publics, les loisirs, la prévoyance sociale, etc. etc. Donc Georges Marchais s'empare du texte et l'instrumentalise contre, en faveur du non au référendum. Tout le monde va tomber à bras raccourcis sur Mansholt, et Mansholt deviendra en 1973 président de la Commission européenne, mais ne pourra pas mettre son programme en œuvre. Et vraiment, je vous invite à lire ce texte qui est un bijou et qui nous dit ce que nous devrions faire aujourd'hui. C'est une partie de ma voie de sortie. Deuxième type de réception du rapport Meadows. William Nordos, les économistes sont fous furieux, dont, alors pas tous
pas tous, mais les économistes néoclassiques, type Nordos, sont furieux. Nordos dit, ce rapport est absolument nul, vous ne devez pas le lire, alors même que le rapport a une audience mondiale, hein. Vous ne devez pas le regarder, parce que ce rapport, il n'a rien compris, parce qu'il n'a pas mis les prix dans son modèle. Et si vous mettez les prix, dit-il, il n'y a plus de problème, parce que quand une ressource naturelle viendra à manquer, son prix montera, donc on saura qu'il faut aller chercher une autre ressource naturelle. Et l'idée, c'est qu'on trouvera toujours de nouvelles ressources naturelles qui remplaceront celle qui vient à manquer. Et puis, autre type de substituabilité, on peut substituer aux ressources naturelles l'intelligence humaine. Et donc, tout va bien, puisque comme on est très intelligent, si on augmente le capital humain, eh ben, on pourra en gros compenser la perte de patrimoine naturel. Et donc, William Nordos, c'est celui qui va non seulement mettre une croix sur le rapport Meadows, c'est celui qui, en 1983, quand l'Académie des sciences américaine va se saisir du problème, fera une introduction et une conclusion pour dire « Oh là là !» doucement, bon, bien sûr, les climatologues vous disent qu'il y a un problème, mais en fait, il n'y a pas de problème. Et c'est lui qui dira qu'on peut que le réchauffement optimal, c'est 3 degrés. Et donc, on peut tranquillement aller à 3 degrés. Réchauffement optimal, ça veut dire le moment où ça va nous coûter pas trop de points de PIB. En fait, on va mettre en face les dégradations, le coût des dégradations et le coût en points de PIB, et c'est 3 degrés. Ce qui est évidemment complètement absurde, déjà à 2 degrés, on n'est pas bien, mais alors à 3 degrés, voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est quand même que William Nordos, il a obtenu le prix d'I Nobel en 2018 pour ses travaux sur le climat, et que très peu d'économistes sont capables de rentrer dans ces équations, d'ouvrir et de regarder. Et il y a quelques économistes, je pense à un économiste qui s'appelle Steve Keen ou un autre qui s'appelle Tim Lenton. Tim Lenton est un climatologue, et Tim Lenton, récemment, il a fait un rapport en 2023 avec la Fédération des actuaires britanniques, et il a ouvert les équations de Nordos, et il dit c'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce que Nordos utilise une fonction continue pour décrire les dégradations climatiques, comme s'il n'y avait pas de ce qu'on appelle les tipping points, c'est-à-dire il y a des moments où on aura des basculements, c'est-à-dire jusqu'à un moment auquel c'est proportionnel, puis tout d'un coup, pof, ça va nous emmener dans des lieux vraiment, enfin, dans des phases très, très, très inquiétantes. Et donc, voilà, moi, je suis très intéressée par ces économistes qui sont capables de rentrer dans les travaux et de nous dire, et c'est ce qu'il nous dit, ces travaux sont hors sol. Or, nous dit Lenton, les gouvernements, les banquiers, ils s'appuient sur ces travaux, les travaux de Nordos et des autres, pour nous donner des conseils et pour faire leur politique. Donc, ça veut dire que nous vivons quotidiennement avec des modèles hors sol, ce qui est quand même particulièrement inquiétant. Alors, maintenant que je vous ai bien tout montré comment on était dans la mouise, qu'est-ce qu'on peut faire? Et rapidement, parce que peut-être, Marie-Laure, j'ai encore un petit peu de temps. Allez, on va dire que j'ai un tout petit peu de temps. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, quand je présente mes petites réflexions, j'essaye de me dire que, étant donné qu'on a plusieurs crises, je me dis quel est le scénario, j'essaye de faire des scénarios, et je me dis quel est le scénario qui va nous permettre d'essayer d'avancer et de régler la question de l'emploi, la question du travail et la question écologique. Alors, il y a un scénario qui est celui, c'est ne rien bouger à ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire continuer à démanteler le droit du travail, à mettre tous les pays en compétition les uns avec les autres, donc à abaisser toutes les normes de protection, à faire un libre-échange complètement fou avec une financiarisation échevelée, des capitaux qui se baladent partout et qui nous mettent sous pression. Bon, je crois que ce n'est pas celui-là qui nous convient. Il y a un autre scénario qui est très en vogue en ce moment, vous l'avez vu comme moi, c'est le scénario de la révolution technologique. Donc, on nous dit on va avoir une super révolution technologique, elle va tout changer, on va alléger le travail humain et ça va être formidable. Et en fait, quand on regarde les études, il y a eu des études qui étaient plutôt rassurantes. Il y a une étude notamment de l'OIT sur les effets de l'IA sur l'emploi et le travail en 2023. Elle était assez rassurante parce qu'elle disait, en gros, il n'y a pas beaucoup d'emplois qui seront supprimés, mais il y a beaucoup d'emplois qui seront transformés.
Et puis là, en 2025, ils ont actualisé cette étude. Et alors là, c'est plus du tout ça. C'est que 34% des emplois vont être concernés dans les pays riches. Les femmes vont être beaucoup plus concernées que les hommes. Alors pourquoi les pays riches sont plus concernés? Parce qu'ils sont plus électrifiés et dépendants ils utilisent plus d'énergie. Les femmes, les emplois de bureau vont être beaucoup plus concernés, donc les femmes vont être beaucoup plus concernées. Et puis là, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait encore un article dans Le Monde il y a 2 jours, où on comprend qu'en fait, le truc est complètement hors de contrôle et qu'on va en plus avoir des cabinets de conseil qui poussent pour supprimer de l'emploi ou des entreprises qui vendent ces systèmes-là. Et donc, comme il faut faire comme tout le monde, hein, on nous dit bah, il faut absolument rattraper les autres parce qu'on a déjà en retard, on est en retard par rapport aux États-Unis, eh ben, on va mettre en place tous ces dispositifs alors que donc ils risquent de supprimer énormément d'emplois et ils risquent aussi de surveiller et de contrôler les travailleuses et les travailleurs. Je pense à des études de Valerio de Stefano qui a bien montré ça, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Mon patron est un algorithme, donc management par algorithme, recrutement et licenciement par algorithme maintenant, avec toutes les discriminations en quelque sorte compactées que ça comprend. Donc voilà, je ne crois pas non plus que ça soit le bon scénario. Donc mon scénario rose, qui est en fait un scénario vert, c'est le scénario que j'ai appelé de la reconversion écologique. Pourquoi reconversion écologique? Je pense que c'est la question qu'on doit absolument mettre en priorité absolue, parce que c'est la plus grosse menace qui pèse sur nous. Et pourquoi reconversion? Parce que je fais allusion à la conversion que nous devrons assurer, une véritable conversion presque religieuse, hein, c'est-à-dire on doit rompre avec toute une série de choses dans lesquelles on croyait, on doit rompre avec nos représentations, nos cadres cognitifs, et notamment avec tout ce qui est issu du XVIIe et XVIIIe siècle, l'idée que la nature, elle serait plate et vide en face de nous et qu'on aurait à la mettre en forme, à la mettre en coupe réglée. C'est avec tout ça qu'on doit rompre. Et puis, reconversion, parce qu'on va avoir à faire d'énormes reconversions industrielles, professionnelles, économiques. C'est un énorme chantier. Mais pourquoi c'est un chantier intéressant? Parce qu'il peut nous permettre, ce chantier, d'avancer sur la question de l'emploi. Pourquoi? Parce que si on faisait bien les choses, ça pourrait nous permettre de créer beaucoup d'emplois. Par exemple, le secrétariat général à la planification écologique a sorti un papier en 2024 montrant qu'à l'horizon 2030, on aurait besoin de 2 800 000 personnes, de recruter 2 800 000 personnes dans les emplois concernés par la planification écologique, dont beaucoup, 90% d'ouvriers et de techniciens. Donc ça, c'est déjà une super nouvelle. Parce qu'il faut du travail pour ces personnes. Donc, si on le fait bien, ce scénario, il doit nous permettre de créer des emplois, mais évidemment, il faut qu'on sache anticiper tout ça, parce qu'il y aura sûrement des emplois supprimés, et on n'a absolument pas mis en œuvre ce qu'il fallait pour ça. On a besoin d'une ingénierie sociale très fine pour organiser sur place les reconversions, les anticiper, faire la formation où il faut, faire circuler les emplois, relocaliser des emplois, réindustrialiser, etc. etc. Et puis, si on était très malin, on réglerait à la fois la question écologique, la question de l'emploi et peut-être aussi la question du travail, c'est-à-dire cette question de la crise du travail. Peut-être que nous pourrions avancer, d'une part, en renonçant à la monstrueuse division internationale du travail actuelle, hein, où on fait tourner les produits des dizaines de fois et leurs éléments autour du monde. Peut-être qu'on serait capable aussi de raccourcir considérablement les chaînes de valeur. Et c'est une proposition qu'on porte avec mes collègues Isabelle Ferreras et Julie Batilana, si on démocratisait radicalement l'entreprise. C'est une proposition qui est développée depuis plusieurs années par ma collègue Isabelle Ferreras, qui consiste à dire, je vais très vite, que l'entreprise, ce n'est pas du tout la propriété des actionnaires, pas du tout. L'entreprise n'est la propriété de personne. Elle est faite de 2 parties constituantes très importantes, les apporteurs de capital, les apporteurs de travail, et qu'il faut donc donner à ces 2 parties constituantes autant de droits
Et donc, ce qu'elle propose, c'est une chambre des représentants des salariés, une chambre des représentants des actionnaires, ayant le même pouvoir, ayant un droit de veto sur les décisions l'une de l'autre, et choisissant ensemble le dirigeant. Alors vous me direz, bah, c'est complètement utopique, surtout aujourd'hui. Oui, sauf qu'il y a des pays qui sont quand même déjà beaucoup plus avancés que nous en cette matière, tous les pays qui ont mis en œuvre la codétermination, en Allemagne ou dans les pays nordiques, où franchement les relations sociales sont d'une toute autre nature que dans notre pays. Et donc on pourrait déjà, sur la voie de la démocratisation des entreprises, avancer en matière de codétermination. Il y a aussi pas mal de propositions qui circulent en ce moment pour des propositions très concrètes, hein, un droit à la parole des personnes sur le travail et sur le lieu de travail. Ça, c'est une proposition qui est portée par Thomas Coutreau et Coralie Pérez. C'est-à-dire que sur le temps de travail, on aurait obligatoirement des moments où on aurait le droit de se réunir sans le management pour parler du travail et pour fabriquer en quelque sorte des recommandations apportées au management. Il me semble qu'il faut aussi ouvrir évidemment le chantier des conditions de travail. Et alors maintenant, j'en viens et j'en termine là par le titre de mon livre, hein, Une société désirable. Je pense que pour réussir à faire ça, il faut sans doute qu'on arrête de faire de l'écologie punitive. J'ai regardé ce que disait le projet de la fondation Heritage aux États-Unis, sur lequel s'appuie Donald Trump, hein, qui est hyper anti-écologique. Et j'ai regardé aussi le programme de Marine Le Pen, le programme présidentiel en 2022, où elle dit « Moi, je suis pour l'écologie, mais pas pour l'écologie punitive, pas pour l'écologie des bobos, pas pour l'enlaidissement des paysages, etc. » Je pense que, alors je ne vous propose pas de suivre Marine Le Pen, mais je pense qu'il faut qu'on évite de se faire reprocher ce genre de choses. Et donc, en effet, plutôt que de passer par des mesures qui apparaissent comme très punitives et qui, de fait, ne prennent pas suffisamment en compte les classes populaires, comme on l'a vu avec les Gilets jaunes, il faudrait qu'on parvienne à montrer comment ce nouveau chemin, comment cette nouvelle société, en quelque sorte, pourrait être très désirable pour tout le monde et notamment pour les classes populaires. Comment on pourrait avoir d'énormes améliorations en matière de santé, et c'est très important, les gens ils tiennent à leur santé, à la santé de leurs enfants, des améliorations en matière d'alimentation, on sait bien que là les gens ils ont l'impression de s'empoisonner maintenant en mangeant, en matière de beauté, en matière de lien social, en matière d'emploi et de travail, comme je vous l'ai proposé. Et donc je pense que pour ça, il faut qu'on soit capable, en effet, Marie-Laure le disait tout à l'heure, de déployer des passions positives pour montrer pourquoi ça serait mieux, comment ça serait mieux pour chacun. Alors évidemment, on a besoin de mettre en place des politiques qui soient vraiment égalitaires, hein, qui redistribuent le revenu national, comme le dit l'exposé des motifs de l'ordonnance de 45. Vraiment prendre au plus, on est en plein de débats, taxe Zuckman et compagnie, hein, c'est-à-dire prendre au plus favorisé pour donner aux moins favorisés et régler ce problème de complexe d'infériorité. Donc, un projet politique, hein, c'est très politique, qui mettrait les classes populaires au centre de ce programme écologique et social, qui organiserait la redistribution du revenu national. Et peut-être mon dernier point, il me semble que ça, on ne peut pas le faire tout seul. Qu'on ne peut le faire qu'à une seule échelle, c'est à l'échelle européenne. Et là, on voit bien qu'il y a une course de vitesse qui s'est engagée entre les nationalistes, hein, et les partis d'extrême droite qui veulent faire exploser l'Europe et ceux qui sont attachés à l'Europe. Et il me semble que, et là, évidemment, ça sera un point de discussion avec vous très certainement, mais moi je pense qu'il faudrait qu'on fasse maintenant un saut fédéral ou confédéral, en donnant beaucoup plus de pouvoir au Parlement européen, peut-être envisager une nouvelle organisation, mais en tout cas plus de pouvoir à l'Union européenne. Je rappelle juste qu'en 1948, il y a eu un très important congrès à La Haye, et à La Haye, on était déjà entre deux empires qui nous voulaient un peu du mal, hein, je veux dire, les États-Unis qui nous faisaient du chantage au plan Marshall, et puis
Staline qui nous voulait du mal aussi, c'était la guerre froide. Et en 1948, les fédéralistes européens se réunissent à La Haye pour faire les États-Unis d'Europe. Et pourquoi? Parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur d'être pris entre ces deux empires. Bon, ça a échoué, mais il me semble qu'aujourd'hui, on est exactement dans la même situation. On est pris cette fois-ci entre trois empires qui nous veulent beaucoup, beaucoup de mal. Les nationalistes qui sont dans chacun de nos pays européens, ce n'est pas eux qui lutteront, qui nous permettront vraiment de lutter contre ces empires. Et donc, je pense que le projet politique que nous pourrions porter, c'est un projet qui n'est possible que si on est dans une Union européenne forte, solidaire, sociale, démocratique. Et c'est ça le projet dont je voulais vous parler. Merci beaucoup pour votre attention. Oui, alors on va donner la parole à la salle maintenant. Je pense que... Oui, tiens, voilà, le micro. Voilà. Attends, vas-y, parle. Voilà. Bon, donc on va donner la... Merci beaucoup Dominique, parce que effectivement, tu nous as mis un coup sur la tête pour commencer. Et puis, je pense que le projet que tu traces peut donner beaucoup d'espoir, mais demande énormément de travail. Alors, je suppose qu'il y a beaucoup de questions dans la salle. Donc, on va d'abord donner la parole à la salle si vous voulez poser des questions à Dominique. Voilà. Levez le doigt, puis on va vous donner le micro. Non, alors, Non, pas besoin. Alors, il y a deux parties dans la salle. Donc, il y a les parties devant qui, effectivement, il suffit que vous leviez le doigt et vous avez un micro devant vous. Et derrière, par contre, on va faire passer un micro derrière, effectivement. Donc, tu gardes celui-là, toi. Je garde celui-là. Voilà, monsieur. Alors, appuyez sur votre micro. Pardon? Ah oui, il faut que Oui, j'arrête bonjour. Donc, merci beaucoup pour votre exposé, très vivant et très intéressant. Bon, vous avez dit beaucoup de choses, survolé beaucoup de choses. Malheureusement, on aurait aimé quelques approfondissements. Donc, une question très rapide. On sait, grosso modo, que son empreinte écologique, elle est proportionnelle à son revenu, voilà, en première approximation. Donc, comment fait-on pour réduire son empreinte écologique, c'est-à-dire son revenu, sans être punitif? Punitif. Si on réduit son revenu, en général, on considère que c'est une punition. Ça va être punitif pour certains. Non, mais voilà, je crois qu'en effet, cette redistribution du revenu national, elle va peut-être reprendre à certains qui ont eu trop. On a tous lu les derniers travaux de l'INSEE qui nous montrent que les inégalités de revenus ont quand même explosé, et surtout les inégalités de patrimoine avec la question de l'immobilier. Donc, je pense qu'il faut ramener à la juste mesure l'augmentation des revenus et du patrimoine des uns et augmenter les autres. Alors, c'est très facile à dire comme ça, je reconnais, mais vous avez raison, ça risque d'être considéré comme punitif par, en fait, les classes sociales qui se sont le plus enrichies. Et puis, si je puis me permettre, ça risque globalement d'avoir un impact écologique faible, puisqu'il y aura plus de gens qui consommeront un peu plus et donc pollueront un peu plus. Oui, mais alors, vous connaissez les travaux qui ont été faits là-dessus. Alors, il y a le GIEC qui nous dit que le problème, c'est principalement le GIEC qui parle de sobriété. Le problème, c'est les trajets en avion, les grosses maisons, les biens, et puis tous les actifs qui vont servir, par exemple, à alimenter l'énergie fossile, etc. Donc, je pense qu'après, il faut qu'on regarde vraiment, pour régler cette question, la composition, enfin, à quoi servent ces revenus. Il faut que ces revenus ils soient réorientés, non pas vers l'énergie fossile ou les produits qui en contiennent, mais vers d'autres produits, ce que nous proposait Mansholt. Voilà, c'est fini. Non. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur là-bas. Bonsoir. Alors, Florian Méry, je suis adhérent au GREP, même administrateur au GREP. Je suis en 3e année de doctorat en économie au LEREPS. Et c'est avec une certaine émotion que je m'adresse avec vous ce soir, parce que la première fois que je vous ai rencontré, c'était il y a une dizaine d'années, il y a 10 ans. C'était au Centre international de Valbonne. Vous avez fait une conférence là-bas dans ce lycée près de la Côte d'Azur. Et
Moi, ça a été une des premières, c'était la première conférencière en économie, même si ce n'est pas sous ce titre que vous déclarez aujourd'hui, que du coup, j'ai découvert cette discipline et qui a conduit à ce que je fasse une thèse de doctorat en économie aujourd'hui. Donc, je suis assez ravi d'échanger avec vous ce soir. Et donc, ma question, elle va être assez simple et assez directe. C'est concernant vos travaux sur la comptabilité nationale du PIB. Et en fait, votre avis sur la manière en fait de construire une méthodologie de comptabilité en fait alternative, notamment démocratique en fait. Comment est-ce qu'on pourrait produire une forme d'épistémo-démocratie par laquelle on pourrait construire une comptabilité en fait à laquelle on participe tous et qui permettrait de définir nos propres objectifs socio-écologiques pour un avenir plus prospère et désirable, puisque c'est le titre de la conférence. On pourrait croire que c'est moi qui vous ai soufflé cette question. parce que, non, parce que ça fait. Moi, j'ai un peu commencé. Alors, j'ai commencé mes premiers travaux sur le travail. Et puis, en 1999, j'ai écrit un bouquin qui s'appelait Qu'est-ce que la richesse, dans lequel, en effet, je m'interrogeais sur ce que c'était qu'une société riche et pourquoi on disait qu'une société riche était une société qui avait un gros PIB par habitant, un gros taux de croissance. Et puis après, j'ai beaucoup travaillé avec mes collègues, deux collègues, Florence Janicatrice et Jean Gadret, qui ont été très, très importants pour moi. On a travaillé pendant des années ensemble sur cette question. Et alors, ce qu'on disait, c'est que, le PIB, ce n'était pas un bon indicateur. Alors, il ne s'agit pas de le jeter parce qu'il est très utile, mais je dirais, mais il a des tas de limites. Je rappelle juste, on le sait tous, parce qu'on l'apprend normalement en terminale, on l'apprenait en terminale, on n'apprend plus, je crois, que le PIB, c'est un indicateur qui a beaucoup de limites parce que, par exemple, il compte pour zéro tout un tas d'activités qui sont hyper importantes pour la société. Et c'est pour ça que moi, j'étais passée du travail à ces questions-là. C'est que je m'étais dit, mais pourquoi en fait, pourquoi on apprécie comme activité que le travail? Et parce que le travail, c'est la seule activité qui soit comptabilisée dans le PIB. Les autres ne le sont pas. Elles comptent pour zéro. Toutes ces activités hyper importantes pour la reproduction de la société. Activités domestiques, citoyennes, etc. Deuxièmement, le PIB, c'est un indicateur de flux et pas de stock. C'est-à-dire, vous allez avoir la somme des valeurs ajoutées quand tout va bien, mais vous n'allez jamais regarder les patrimoines que vous utilisez pour fabriquer votre production. Et donc, vous n'allez pas regarder les diminutions de patrimoine naturel ou les diminutions de cohésion sociale. Donc voilà, on repartait de ces critiques du PIB. Et en gros, on en est venu à proposer d'une part des nouveaux indicateurs de richesse, donc travailler sur de nouveaux indicateurs, et comme vous le dites, les choisir avec les personnes, c'est-à-dire choisir avec les personnes les dimensions et les pondérations qui nous semblaient importantes. Là, on a travaillé des années là-dessus. Pour arriver à quoi? À cette idée assez simple que on pourrait enserrer, moi je dis les choses comme ça, enserrer le produit intérieur brut, donc notre production, dans l'empreinte carbone et l'indice de santé sociale qui a été construit par ma collègue Florence Janicatrice. Ça veut dire organiser en quelque sorte un enfermement de la production dans les limites planétaires, et en garantissant la justice sociale. Alors, on a eu beaucoup d'aventures avec cette affaire de PIB et de nouveaux indicateurs de richesse. Il y a eu la commission Senn-Stiglitz-Fitoussi, c'est-à-dire que la première conférence de presse que Nicolas Sarkozy fait, à la fin, il dit « je vais réunir une commission pour m'interroger sur les limites du PIB ». Alors nous, on était complètement sidérés, on se demandait d'où venait cette idée. Bon, bref, la commission se met en place et puis on a pas mal travaillé. On était censé, on a créé une association pour discuter avec cette commission, dont il est sorti pas grand-chose. En revanche, en 2015, il y a eu une loi SAS, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, une loi sur les nouveaux indicateurs de richesse, votée à l'unanimité, où l'idée c'était, on va adopter quelques indicateurs dont on discutera au moment du débat parlementaire sur la loi de finances, en même temps qu'on discutera sur le PIB, on discutera sur d'autres indicateurs de richesse. Mais alors, je vous rassure, ça n'a pratiquement jamais été mis en œuvre, c'est-à-dire il y a eu un vague rapport au début, et puis après, il ne s'est plus rien passé. Mais voilà, pour dire que je suis entièrement d'accord avec vous, et ma collègue Florence Janicatrice, elle continue à bosser là-dessus, elle est en train, avec des citoyens et des associations, de construire tout un ensemble d'indicateurs socio-écologiques, en fait, de santé écologique des territoires. C'est très, très, très intéressant, vous devriez l'inviter. Une autre question, madame.
Bonjour, Virginie Durand, je suis ingénieure sociale. J'ai un diplôme d'État et j'ai travaillé ici au sein du conseil départemental sur les politiques publiques de l'emploi et le nouveau parcours de RSA. Et je rejoins mon collègue qui vient de parler justement sur la question de l'évaluation de l'impact social. En fait, comment nous, dans nos politiques publiques, on peut justement aujourd'hui ne plus juger et améliorer les subventions qu'on peut donner à des associations qui œuvrent dans l'économie sociale et solidaire sans avoir justement simplement des indicateurs quantitatifs de personnes reçues, etc. Donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, mais à l'échelle plutôt micro que macro. Et je voulais aussi voir avec vous, on rejoint la question de l'ESS, mais comment on peut pousser le dispositif SCOP, puisqu'on l'a vu avec Duralex. On peut vivre sans patron, par contre, on ne peut pas vivre sans ouvrier. Je pense qu'on a un bel exemple aujourd'hui d'entreprise qui a été sauvée par les salariés et un impact citoyen d'aller acheter chez Duralex pour faire revivre cette entreprise. Merci beaucoup. J'ai envie de vous répondre sur la première question qu'il faut absolument qu'on dispose d'une manière générale pour les pouvoirs publics des enquêtes très fines sur les conditions de vie des personnes. Il me semble que c'est vraiment ce qui a manqué au moment en 2018, au moment des Gilets jaunes, c'est-à-dire je crois qu'un certain nombre de personnes dans les cabinets ministériels savaient que cette mesure d'augmentation de la taxe sur les carburants, elle allait provoquer des problèmes et qu'elle aurait dû être accompagnée. Mais d'abord, Bercy n'a pas jugé bon de lâcher le milliard qu'il fallait. Et puis ensuite, c'est vrai que c'était difficile de savoir qui étaient à la fois de gros rouleurs et de faibles revenus. Et donc, on a absolument besoin de ce type d'enquête. Et là, je pense que les laboratoires de recherche peuvent vraiment servir à quelque chose, des équipes de recherche, pour vraiment donner ou l'INSEE aussi, hein, donner des visions fines des conditions de vie des personnes. Et sur les scopes, là, j'étais au congrès du RIOD, qui est un réseau qui travaille sur le développement durable. Et c'était très intéressant. Il y avait un monsieur, c'est des chercheurs et des associations qui interagissent. Et il y avait un monsieur très intéressant qui nous racontait qu'il avait créé une coopérative il y a 35 ans, une coopérative de bâtiments écologiques. Ils avaient créé ça ensemble, ils étaient 11 apparemment à Toulouse. Hein. Cette société a duré 35 ans. Il nous a tout raconté, c'était vraiment intéressant. Ils avaient tous le même salaire, ils faisaient tous tout, c'est-à-dire ils étaient à la fois maçons, constructeurs et ils faisaient la comptabilité. Et puis, il est arrivé un moment, en 2023, où les jeunes qui sont venus, ils n'ont plus envie de gagner tous la même chose. Et surtout, c'est intéressant sur le travail, hein, ce que nous disait ce monsieur qui avait 70 ans, c'est que ces jeunes, ce qu'ils voulaient, c'était travailler 3 mois, puis partir 3 mois faire le tour du monde, puis revenir 3 mois, et que du coup, ils ont fermé l'entreprise. Voilà, je ne suis pas sûre que ça soit une très bonne nouvelle, mais autant en effet pour Duralex, ça a marché. Et sinon, les scopes, je pense que si on conditionnait les aides aux entreprises, hein, ces fameux 211 milliards que le Sénat nous a dit, que le Sénat a pu mesurer, si on conditionnait à l'existence de performances sociales et environnementales, je pense que ça aiderait considérablement ces scopes. Et puis qu'on utilise la commande publique également. Madame. Oui, elle a un micro. Ok. Alors, moi, j'ai deux questions différentes. Une en rapport avec l'intelligence artificielle, comme vous en parliez, par rapport aux avancées technologiques. Alors, déjà, je m'appelle Camille, j'ai travaillé en ressources humaines et je suis en période de reconversion professionnelle. Alors, donc, ma première question, c'est donc, comment on peut faire pour en faire en sorte, parce que je sais que l'IA, notamment dans le recrutement, et alors, apparemment, j'ai un chiffre, je ne sais pas si c'est exact, mais 80% des entreprises utilisent justement un système de recrutement par IA. Ce qui fait qu'il y a, comment dire, il y a un problème au niveau de ça. Et moi, je voulais savoir comment on peut faire en sorte pour que l'IA, justement, comme vous en parliez, que les postes ne sont pas supprimés, mais évoluent. Comment faire en sorte que les salariés, enfin,
ils soient assez formés pour justement travailler et que ça soit plus un outil plus qu'un problème dans le monde du travail. Et ma seconde question, c'est par rapport donc vous parlez aussi de la différence de salaire entre les hommes et les femmes. C'est un sujet qui me touche donc forcément, si on veut par rapport à l'histoire, en effet, la femme travaille, depuis pas si longtemps que ça et moi, je voulais savoir parce qu'en fait, j'ai réfléchi, notamment sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a plein de débats, sur ce sujet, notamment par rapport parce que je sais que l'Espagne a essayé de ça. Vous savez les 12 jours de congés payés menstruels pour les femmes. Comment pour vous, en tant que femme et en tant que, spécialiste, vous feriez comment la France pourrait faire pour, justement faire en sorte que, ça n'empêche pas les femmes de pouvoir travailler, de garder un emploi et en même temps de pouvoir, être embauchées? Merci, merci beaucoup. Alors sur votre première question, oui, il y a de plus en plus d'entreprises qui utilisent l'IA pour recruter, en fait, pour faire de la gestion des ressources humaines. Alors c'est horrible pour les gens, mais c'est aussi horrible pour les DRH qui un jour pensent qu'ils vont être supprimés, quoi, en fait. Euh, 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 et c'est aussi embêtant, cette histoire d'IA, alors pas seulement pour le nombre d'emplois et pas seulement pour la surveillance et le contrôle des travailleurs, mais aussi en fait pour l'autonomie au travail. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on va devenir juste des appendices de la machine, quoi. C'est-à-dire que il y aura un domaine que pourra faire l'IA, et puis nous, on aura juste ce que l'IA ne sait pas faire. C'est quand même absolument fou. Moi, ma grande crainte, c'est qu'il se passe avec l'IA exactement la même chose que ce qui s'est passé avec la CSRD, vous savez, ce texte qui demande, ce texte européen qui exigeait un reporting financier de la part des entreprises et qui est un petit peu suspendu là en ce moment. Ma crainte, c'est qu'on ait des cabinets de conseil qui poussent pour maximiser leurs profits en quelque sorte. C'est-à-dire, sur la CSRD, on sait que les cabinets de conseil, ils ont multiplié les indicateurs qui devaient être remplis et que du coup, les entreprises ont eu encore plus peur et ont encore plus lutté pour que la CSRD n'existe pas. Et là, ma crainte, c'est que les cabinets de conseil aussi vendent des solutions pour supprimer le plus d'emplois possible, parce qu'évidemment, les entreprises, elles sont toujours intéressées par réduire la masse salariale, toujours, toujours. Qu'est-ce qu'on peut faire? Inscrire des dispositions dans les conventions collectives. C'est ça que propose Valerio de Stefano. Il faut que les conventions collectives interdisent certaines choses et en tout cas, il faut une transparence totale et une co-construction avec les représentants des salariés. Sur le salaire homme-femme, je ne suis pas sûre que, mais je suis pas sûre que la question principale, ça soit le congé menstruel. Je pense qu'il y a d'autres énormes sujets. Il y a un écart de 22% aujourd'hui, un salaire homme-femme, qui vient en partie du temps partiel. Les femmes travaillent plus à temps partiel que les hommes, mais je crois qu'il y a deux sujets absolument majeurs. C'est un, l'orientation des filles. Les filles ne sont pas orientées, parce qu'on dit toujours que c'est les filles qui choisissent leur orientation, tu parles. Non, les filles ne sont pas orientées par l'école, les profs, leur famille, les normes sociales. Elles ne sont pas orientées vers les mêmes filières que les garçons. Donc, elles vont être infirmières, agentes d'entretien, aides à domicile, enseignantes, etc. Et les hommes, ils vont vers les métiers techniques, qui sont beaucoup mieux payés. Aussi parce que les compétences des femmes sont considérées comme naturelles, donc moins payées. Donc, il y a un vrai problème d'orientation qui a été aggravé par la réforme du bac. La réforme du bac, elle a eu un effet absolument désastreux parce que les filles ont fait beaucoup moins de maths et après, plein de filières leur étaient interdites. Donc, il faut accorder énormément d'attention à ça. Et deuxièmement, c'est le choc de l'arrivée d'un enfant. Le choc de l'arrivée d'un enfant, le Conseil d'analyse économique a sorti un chiffre récemment, qui est un chiffre complètement fou. Une femme perd 38% de son revenu salarial lorsqu'elle a un enfant. Les hommes, pas du tout. Les hommes, le plus souvent, ils ont des augmentations de salaire parce qu'ils vont se mettre à plus bosser pour pouvoir nourrir leur famille. Donc, comment on lutte contre ça? En donnant plus de congés aux hommes, presque en obligeant les hommes à s'arrêter
au moment de l'arrivée d'un enfant, en mettant en place un service public de la petite enfance, en faisant des quotas pour les femmes, etc., etc. Oui, je voudrais revenir à la crise du travail que vous avez évoquée au début de votre présentation. Vous dites que la situation en France est une situation qui est plus difficile que dans d'autres pays européens. Et quelle est pour vous l'origine de cette situation? Pourquoi en France on est dans cette situation? Est-ce que c'est quelque chose d'historique? C'est une question de lutte de classe qui est enfin, qui est plus prégnante, plus forte, plus dure en France? Je ne sais pas. Il y a plusieurs auteurs qui ont signalé ce problème-là sans jamais donner l'origine. J'aimerais bien, pour vous, quelle est l'origine de ce problème? Moi, j'ai une hypothèse, mais je parle sous le contrôle de mes éminents collègues. C'est qu'on a une conception très hiérarchique de l'entreprise en France. Tu es d'accord? Conception très hiérarchique, vraiment insuffisamment de voix données aux salariés et à leurs représentants. Vraiment une conception monarchique. Je relisais des textes l'autre jour autour de ce qui se passe en 1840. 1840, c'est le débat à la Chambre des Pairs sur le travail des enfants. Parce qu'il y a des tas de rapports qui remontent et qui disent que c'est monstrueux, quoi. Eh bien, Gay-Lussac, notre camarade Gay-Lussac, il intervient en disant « Non mais attendez, l'établissement, c'est une propriété sacrée. Personne ne peut intervenir. L'État n'a rien à dire sur ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. C'est la propriété privée. » Et ça, le 19e siècle, il va mettre un temps fou à reconnaître que l'État peut dire quelque chose sur ce qui se passe dans l'entreprise. Et quand on compare, je veux dire, ce qui nous permet de le comprendre aussi, c'est quand on compare avec les pays nordiques, par exemple, où les relations sociales sont radicalement différentes, où les partenaires sociaux sont beaucoup plus présents. Il y a la codétermination, mais il y a aussi une présence sur tout ce qui concerne le travail et l'emploi, très forte présence des partenaires sociaux. Et il y a eu une exploitation en 2013, une exploitation de l'enquête européenne sur les conditions de travail, où des chercheurs ont essayé de comprendre pourquoi il y avait plus de bien-être pour les salariés dans certains pays que dans d'autres. Alors, il y a plus de bien-être et moins d'absentéisme, plus de qualité de vie au travail dans les pays du Nord. Et quand ils ont cherché la variable explicative finale, c'est la puissance des syndicats. Donc, plus, c'est pas contre-intuitif, hein, plus il y a de syndicats quelque part, plus il y a de bonne qualité de l'emploi. Et c'est vrai que en France, les syndicats sont quand même très faibles. 11%, hein, c'est pas beaucoup, même si je sais bien qu'on ne doit pas raisonner seulement en taux de syndicalisation. Mais voilà, et puis une conception très dans l'opposition, très conflictuelle entre partenaires sociaux. Et ça, je pense aussi que ça joue. Et peut-être un dernier mot sur qu'est-ce qui s'est passé dans les pays du Nord. Au Danemark en 1899 et en Suède en 1938, on a eu des conflits monstrueux entre patrons et ouvriers qui ont conduit à des quasi-guerres civiles avec des morts et tout ça. Et là, ils ont décidé de s'entendre, c'est-à-dire de se reconnaître mutuellement et de se donner du respect en quelque sorte. Et donc, il y a une charte qui existe depuis ce temps-là où les partenaires se reconnaissent. Donc, on n'a pas besoin, comme chez nous, d'être estampillé, d'avoir des tests de représentativité, etc. Et voilà, ça me semble très important. Et juste pour dernier rappel, en France, on a essayé de faire des réformes de l'entreprise. Il y a eu le rapport Bloch-Léné en 63, le rapport Sudreau en 75. Ça n'a jamais bougé. Le patronat était vent debout contre ces réformes. Oui, et simplement, tu disais qu'une des voies de sortie, enfin, bon, il y a la question des représentants du personnel dans l'entreprise que les ordonnances Macron ont drastiquement diminué, en particulier en supprimant le CHSCT, c'est-à-dire le comité d'hygiène et des conditions de travail, qui surveillait les conditions de travail. Il ne faut donc pas s'étonner si les conditions de travail vont moins bien. Bon, mais non, je voulais dire, un petit rappel. Tu nous dis que Thomas Coutreau propose d'instaurer une possibilité de prise de parole collective dans l'entreprise, sans la hiérarchie.
Mais d'après mes souvenirs, et je pense que je ne me trompe pas, une des lois Auroux de 1982 crée le droit d'expression collective des salariés, qui étaient des réunions collectives faites pour discuter des conditions de travail et sans la hiérarchie. Et effectivement, c'est petit à petit tombé de sa belle mort, mais en réalité, ça procédait un peu de la même idée, c'est-à-dire qu'il fallait que vraiment les gens puissent parler de leur travail entre eux pour que ensuite ça puisse être repris. Mais ça n'a pas été mis en œuvre. Ça a été mis en œuvre, mais difficilement. Et je me souviens qu'une des, pardon, une des explications que donnaient notamment les sociologues et je pense Jean-Daniel Reynaud, c'est qu'en réalité, dans le travail, il y a une espèce. Les personnes s'arrangent un peu comme elles veulent, elles ne respectent pas toujours les normes. Et ces conditions, discuter de cette condition de travail librement, ça aurait été finalement mettre sur la table tout ce qu'on se faisait dans le travail, et donc avec un risque d'appropriation par l'employeur. Et que c'était l'une des explications pour le. Gilbert, tu me corriges si je dis des bêtises, une des raisons pour lesquelles le droit d'expression des salariés n'avait pas marché autant que ça. Mais en même temps, on sent bien que cette nécessité d'échange dans le travail. Voilà. Oui, juste, je fais un peu la pub pour le GREP là. Juste pour votre information, on a fait tout un cycle travail en 23-24 et on a reçu en particulier Thomas Coutreau. Et donc, je vous invite éventuellement à acheter nos petits bouquins là qui ne sont pas très chers, hein, 10 euros ou 15 euros, ça dépend des versions. Donc voilà. Et il n'y avait pas que. On a reçu aussi les syndicats, on a donné la parole au patronat, il y a eu des conférences avec des scopes, etc., etc. Voilà. Donc, je vous invite éventuellement à approfondir avec ce livre-là. Madame là-bas. Merci. Merci pour votre intervention, Catherine Jobert, simple citoyenne. Je voudrais revenir sur un aspect de cette intervention qui est, vous l'avez dit, l'aspect majeur, puisque vous évoquez la crise écologique comme elle étant celle bah, qui est à la base aujourd'hui de tout ce qui peut nous arriver. Bon, tout ça étant fortement interdépendant, bien sûr. Vous avez commencé, en abordant cette question, de parler des valeurs de la Grèce antique, sobriété, tempérance, limite. Bon, on voit bien qu'aujourd'hui, on est à l'exact opposé de ces valeurs-là. Donc, ma question, c'est comment on produit des valeurs dans une société et comment on peut en changer? Voilà, merci. Bah, je pense que c'est la question principale, évidemment. Je pense qu'il y a une nécessité d'exemplarité de la part de ce qu'on appelle les élites. Alors, bon, les élites, ce n'est pas des élites morales, ce sont les gens qui ont le pouvoir dans la société. Et je pense qu'en effet, il y a un devoir d'exemplarité de leur part. Et puis après, il y a tout ce qu'on peut écrire et mettre dans le débat public. Et puis, il y a les politiques publiques qui peuvent inciter, rendre désirables certaines situations plus que d'autres. Mais je suis d'accord que ça ne se fait pas comme ça et que d'une certaine manière, les changements de valeur, c'est certainement ce qu'il y a de plus difficile à provoquer. Alors aujourd'hui, vous savez qu'on parle beaucoup de récits, d'imaginaire, d'émotions, on fait appel à des artistes, etc. Moi, je continue à penser que, alors on sait bien qu'il y a un rapport un peu dialectique hein, entre la réalité, les changements dans la réalité et puis les valeurs. Et donc, je pense que montrer les avantages de cette situation, montrer tout ce qu'on pourrait retirer comme avantage de cette situation, peut entraîner ce basculement des valeurs. Moi, j'avais une question. Oui, Agnès Maison, j'ai fait un master de sociologie, de l'intervention ici à Jean Jaurès. Et je me demandais comment vous prenez en compte les aspects démographiques dans la France, hein, je veux dire. Vous avez parlé de l'effet de la première naissance
dans la carrière des femmes. Il se trouve qu'en ce moment, je travaille par le biais de la photo pour la valorisation des métiers de la petite enfance. C'est catastrophique. Il y a des assistants maternelles sans aucun enfant. Enfin, c'est un problème. Donc, comme ça n'a pas émergé, j'ai besoin de votre avis. Et puis, plus généralement, j'aurais voulu savoir ce que vous pensez de cette polarisation dans les débats publics. Je trouve que il y a on n'entend plus de débats, il y a des avis qui se radicalisent et on perd du capital humain, on perd de l'humain. Chacun, c'est l'effet sûrement des réseaux sociaux, hein, entre autres, mais ça me fait plaisir d'être dans un lieu comme ici, avec des gens voilà, qui viennent discuter, échanger, et je trouve qu'on n'en a plus beaucoup. Et je pense que ça va avoir un effet. C'est très bien de vouloir demander l'avis de chacun, mais par quel biais? Si on n'a plus les syndicats, si on rencontre que des gens qui ont le même avis, on n'a pas de forum, on n'est plus en Grèce antique, justement. Voilà, merci. Oui, voilà. Vous voyez, on est en Grèce antique ici maintenant. Non, vous avez raison, je n'ai pas évoqué le choc démographique. Avant-hier, j'étais à l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, et justement, ils avaient toute une réflexion sur le futur du travail. Alors eux, ils n'appellent pas ça des crises, mais des chocs. Et donc, le choc démographique était au centre de la configuration, parce que bien sûr, moins d'enfants et donc toute la question, beaucoup plus de vieux. Dont qu'il va falloir prendre en charge avec toute la question des EHPAD, de la marchandisation des EHPAD, du fait qu'ils veulent rester à domicile, qu'il n'y a plus assez de personnes pour s'en occuper, donc conditions de travail des personnes pour s'en occuper, et puis aussi plus assez d'actifs pour à la fois verser des retraites, etc. Donc oui, c'est un énorme choc. Maintenant, on a toujours la possibilité de plus recourir à l'immigration. Je sais que disant ça, je dis quelque chose qui est en effet au centre de la polarisation française. Alors, les gens veulent avoir moins d'enfants. En même temps, il faut voir si ça va se maintenir. Hein. C'est quand même pas certain. On sait que très souvent, ce qu'on a pris pour un refus d'enfants pendant pas mal d'années, c'était en fait un décalage, c'est-à-dire que les femmes ont des enfants de plus en plus tard. Alors bon, on ne va pas pouvoir aller jusqu'à 70 ans, mais et quand même, il faut prendre en considération l'éco-anxiété, enfin la peur des gens de continuer à donner naissance à des enfants qui risquent de connaître des conditions assez effrayantes. Donc, je pense que c'est aussi comment dirais-je, une incitation pour nous à tout faire pour rendre ce monde à peu près habitable, quoi. Et sinon, sur ce que vous dites, c'est une question de reconversion, hein, comme la reconversion écologique. Alors, le problème, c'est qu'on n'a jamais réussi les reconversions. La reconversion textile, ça a été un échec. La reconversion de la sidérurgie, en fait, on met les gens au chômage et en pré-retraite et on est incapable de mettre sur la table l'argent nécessaire pour bien accompagner ces reconversions. Parce que ces personnes qui savaient s'occuper des enfants, elles savent s'occuper d'autrui d'une manière générale. Et donc, je pense qu'on va pouvoir les réemployer, quoi. Simplement, on ne met pas en place les dispositifs et les politiques qui permettraient de les réemployer très, très rapidement. Et sur la polarisation, alors là, je vous rejoins complètement. Hein. C'est épouvantable sur les réseaux sociaux. On ne peut plus en effet se parler. Ce qu'on appelle le pluralisme, ça consiste à mettre deux personnes l'une face à l'autre pour qu'elles s'engueulent. Je ne sais pas quoi vous dire. En effet, il y a des institutions comme ça, mais ça ne draine pas énormément de gens. Et moi, je me demande je pense qu'il y a quand même un énorme problème des petites villes. Moi, je viens d'une petite ville, je viens de Sedan. Et cette ville, elle avait 27 000 habitants quand j'y étais jusqu'à mes 18 ans. Je crois qu'aujourd'hui, elle en a 18 000. Il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun commerce, donc il n'y a plus aucun lieu, y compris de rencontre. Et donc, je pense que là encore, le RN avance énormément en disant, Marine Le Pen, elle dit qu'il faut remettre de l'activité dans les petites villes. Je pense que, alors je ne peux pas dire qu'elle a raison, mais c'est vrai qu'il faut qu'on remette de l'activité dans les petites villes parce que c'est là où il se passe des choses quand même. Il y a 3 questions ici. Oui, oui.
Merci beaucoup pour cette conférence. J'avais une petite question par rapport à ce que vous évoquiez sur les problèmes d'orientation des jeunes femmes. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt un problème justement de valeur et d'inégalité aussi de rémunération entre les métiers dits féminisés? Et on a évoqué aussi les métiers dits essentiels pendant le Covid. Est-ce qu'on n'a pas des fortes inégalités entre des métiers techniques et des métiers du care qui prennent soin? Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on pourrait évoluer là-dessus? Vous évoquez une entreprise où les salaires étaient tous équivalents, alors qu'est-ce qu'on n'a pas tous notre part à apporter? Est-ce que notre valeur est déterminée par le métier qu'on choisit? Voilà, enfin, ça m'interroge beaucoup. Merci beaucoup. Oui, vous avez parfaitement raison, hein. Alors là, les travaux des chercheuses l'ont bien montré. On rémunère moins les compétences des femmes dans ces métiers parce qu'on considère que les compétences sont naturelles. Elles savent le faire puisqu'elles l'ont toujours fait. Et on rémunère plus les compétences techniques. Et il y a deux chercheuses, Séverine Lemierre et Rachel Silvera, qui ont montré ce qui s'était passé au Québec, où on pèse en quelque sorte les emplois, on regarde quelles sont exactement leurs charges, leurs exigences pour reclassifier. Donc en fait, je pense que oui, il faut travailler sur la classification des emplois, que c'est un chantier vraiment qu'on a à ouvrir, et puis que d'une manière générale, il faut donner plus de valeur, mieux payer les métiers dont Robert Boyer a fait un bel article là-dessus, les métiers qu'il appelle anthropogéniques, je crois, c'est-à-dire qui s'occupent des humains, de la santé et de l'éducation, qu'il faudrait beaucoup mieux les rémunérer par rapport à d'autres métiers, les métiers de trader, etc. Madame là-haut. Oui, j'ai une question qui traite aussi de l'inégalité, mais j'aimerais parler d'inégalité dans le monde, des richesses dans le monde. Là, la France est un pays riche par rapport à d'autres pays, et qui est un pays qui s'est enrichi notamment en exploitant des terres colonisées et des populations des pays colonisés. Et comment on passe à une société égalitaire en sachant que les richesses produites en France ont été produites de façon très inégalitaire, si je peux dire. Voilà. Alors là, vous abordez un gros problème dont je ne suis pas spécialiste, mais on devrait tous en être spécialistes de ces questions qui sont des questions essentielles. On pourrait dire qu'on devrait réparer, mais réparer comment? Jusqu'où? Réparer en effet les pays qu'on a colonisés. Vous savez que c'est une énorme discussion sur l'Algérie notamment. Je ne peux pas vous répondre de façon précise parce que je ne connais pas l'ensemble des positions et puis que c'est super difficile, quoi, parce que comment évaluer le préjudice qui a été porté, comment évaluer, je dirais, l'absence de développement et d'épanouissement qui a été la conséquence de cette colonisation, ça n'a pas de prix, quoi, en fait. Et au moins, ce qu'on pourrait, c'est réparer moralement en reconnaissant ce qu'on a fait et en respectant les peuples qui ont été colonisés et en essayant de les aider le plus possible aujourd'hui. Attendez, on a une question à distance. Voilà, je voulais une question à distance, là, effectivement. Je vis à la campagne. Les paysans chez qui je vais acheter leur production sont nombreux ici à être contre l'Europe, car il y a des injustices dans plusieurs domaines. La main-d'œuvre, les produits ici sont autorisés et pas là. Ils sont anti-européens. Comment imaginer une Europe juste vis-à-vis des paysans français? Merci. C'est très, très, très compliqué. Là, on a le Mercosur qui arrive. Bon,
Mercosur qui est vraiment pas bon du tout pour nous et ni pour nos paysans. Bon, l'Europe, on sait qu'on a des niveaux de développement très différents, des niveaux de revenus très différents. On sait qu'on se fait concurrence et compétition à l'intérieur et on sait bien ce qu'il aurait fallu faire. Il aurait fallu d'abord, c'était proposé en 1948, harmoniser les droits du travail et les situations avant et de faire le marché commun. Bon, les Français le voulaient, hein. Les Français étaient les seuls à le vouloir. On l'a pas fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? La meilleure solution, ça serait encore d'essayer, ce qui s'est passé avec l'Espagne et le Portugal, hein, de donner des aides pour les remonter et qu'on arrête de se faire concurrence. Bon, on continue malgré tout à se faire concurrence. Mais voilà, moi je trouve que la situation dans laquelle on est là, elle est pas bonne. En effet, on se fait concurrence, il y a du dumping social, donc du coup, les gens n'aiment plus l'Union européenne. Mais moi, je suis convaincue que si on reprenait chacun nos billes, on serait encore beaucoup plus faible, notamment d'un point de vue géopolitique, avec tous ces empires qui nous veulent du mal. Donc, je pense qu'il faudrait aller un cran plus loin et accepter, là encore, comme à l'intérieur de nos pays, une vaste redistribution du revenu européen. Je fais encore la pub du GREP. Demain, à Saint-Gaudens, une conférence sur le Mercosur, et vous pouvez la suivre par YouTube, hein, enfin par Visio, pardon. Voilà. Bonsoir, Hélène Cabane, je suis docteur en économie et sociologie au LEREPS à Toulouse. Je vous remercie beaucoup pour votre présentation et j'ai envie de rester dans l'idée d'avoir une société désirable et de donner du positif, donc je vais vous faire part d'une de mes remarques. J'ai envie de fusionner deux crises, la crise de l'emploi que vous avez très bien décrite tout à l'heure et la crise de l'entreprise qu'il me semble il ne faut pas oublier. La fameuse fraude des subprimes de 2007-2008 finalement n'est que l'émergence d'une crise de la gestion des entreprises qui sont dominées par ce qu'on appelle la gouvernance actionnariale, c'est-à-dire les décisions prises pour l'intérêt et dans l'intérêt des actionnaires, et ça avait été notamment largement développé par François Morin. Donc, j'ai envie de dire que finalement, ce n'est pas que la crise du travail et que la crise de l'entreprise. Moi, j'ai envie de parler d'une crise du système productif, d'une part. De l'autre côté, on est en plein dans l'actualité, on a une crise de notre système politique. Et j'ai envie de mettre en parallèle ces deux crises-là et de dire qu'il y a peut-être une solution unique à ces deux, qui est un saut quantitatif démocratique. C'est comme ça que je pourrais peut-être l'identifier. Et ce saut quantitatif démocratique, ce serait plus de démocratie dans l'entreprise, qui est quand même une entité adémocratique, hein, comme le disent certains chercheurs, dont Ferrara, dont vous avez parlé tout à l'heure. Et le système politique qui se retrouve aussi en France en particulièrement très vertical. Et donc, il y aurait un besoin de saut démocratique, notamment au travers de la décentralisation et du coup, l'horizontalité dans la prise des pouvoirs et dans la prise de décision. Donc, c'est une proposition que je verse ici au pot commun. Super. Juste décentralisation territoriale ou dans les entreprises? Ah, ça peut être les deux. OK. Ben, on prend, hein. D'accord. OK. Alors, une question là depuis très longtemps. Et puis ensuite... Oui, je reviens à quelque chose que vous avez dit au début, c'est-à-dire que 37% des jeunes ne souhaitaient pas, pardon, des actifs ne se sentaient pas finir vers la retraite. Alors, je pense que ce n'est pas qu'un problème de pénibilité, ça peut être aussi un problème d'ennui dans le travail, etc., etc. Et là, je pense qu'il y a quand même une césure entre les générations. J'ai des petits-enfants qui sont sur le marché du travail et je me retrouve tout à fait avec leur questionnement. Ils ne se voient pas du tout travailler toute leur vie dans le même endroit. Ce que nous avons fait, enfin, du moins dans un certain nombre de métiers. Et donc, ma question, c'est comment fluidifier ce monde du travail pour permettre justement ces passages. Parce que, bon, ces passages, ils existent, mais il y a des freins. Par exemple, dans la réforme de la sécurité sociale, pas la dernière, mais celle qui avait été discutée à partir de 2017, il y avait la volonté d'unifier les caisses de retraite de façon à éviter justement ces difficultés de passage. Et puis, je vais terminer par quelque chose qui va faire
réagir un certain nombre de gens. Dans ce problème de l'évolution dans le travail au cours de la vie, il y a le problème des carrières, des augmentations. Moi, j'ai été prof en lycée et j'ai jamais compris trop pourquoi en fin de carrière, on gagnait 2 fois plus qu'un jeune en début de carrière. Je ne vois pas cette espèce de besoin qu'ont les gens, à mesure qu'ils travaillent, il faut qu'ils gagnent davantage. Et donc, il me semble que ce tabou est un frein aussi à cette fluidité du travail qui semble aujourd'hui toucher un certain nombre de gens qui ont envie de travailler. Merci. Merci beaucoup. Sur vos 2 dernières propositions, donc des caisses de retraite différentes, donc permettre plus de fluidité, à la limite avoir des carrières plus plates, ce qui permettrait peut-être que les entreprises gardent des seniors plus longtemps, parce qu'elles ont peur aussi de leur coût. Je dirais pourquoi pas. Sur la fluidité d'une manière plus générale, je dirais que aujourd'hui, c'est facile pour les diplômés quand même de circuler sur le marché du travail. Ce qui n'est pas facile, c'est quand on est coincé dans un emploi, que personne ne vous a formé pendant 10 ans et qu'on ne peut plus transférer ses compétences. Mais alors, d'après ce que me disaient donc les gens de France Travail avec qui j'ai discuté récemment, et donc cette personne qui avait inventé ce dispositif, le ROM 4.0, et ben maintenant, on disposerait de comment dirais-je, d'une cartographie extrêmement fine des métiers et des compétences. Vous confirmez? Celui du CNFPT est aussi d'une très grande qualité et de plus en plus l'IA travaille sur les aires de mobilité. Ouais. Et donc ça, d'après ce qu'il disait, ça allait permettre vraiment des ajustements à la fois beaucoup plus faciles et moins coûteux. C'est-à-dire que pour les fameuses reconversions dont on parle, peut-être faire juste une petite brique de d'abord mieux connaître les compétences de la personne et pouvoir plus facilement la faire aller sur un autre poste. Maintenant, je ne sais pas si c'est l'instrument extraordinaire. Et puis sur ce que vous disiez, ils ont envie tout le temps de changer. Alors, ce qu'on a vu, nous, on vient de rendre un rapport à l'INJEP, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, sur le rapport des jeunes au travail. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus d'un tiers des jeunes qui, au bout de moins de 3 ans sur le marché du travail, veulent changer d'emploi parce qu'ils trouvent ça insupportable. On l'explique par plusieurs facteurs. Des mauvaises conditions de travail. Les jeunes ont des conditions de travail pires que les plus âgés, à tout niveau. Deuxièmement, le fait qu'il y a plus de précarité qui pèse sur les jeunes. Quand même, la situation des jeunes, c'est assez horrible. C'est-à-dire qu'ils mettent un temps fou pour avoir un emploi stable. On les paye pas quand ils font des stages, etc. etc. Et troisièmement, cette idée qui me vient de collègues que en France, tout est tellement réglé, on n'a pas le droit d'être en retard, on doit aller très, 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 très vite. Et alors, on n'a jamais connu très bien l'entreprise et comment ça se passait. Et on sort sur le marché du travail. Évidemment, on ne connaissait pas, donc on s'est retrouvé dans une entreprise qui ne vous plaisait pas et on a envie d'en changer. Donc, peut-être qu'une solution, ça serait quand même d'améliorer les allers-retours, enfin de permettre aux jeunes de beaucoup mieux connaître l'entreprise, les différents métiers, etc. Ce qui se passe, je crois, beaucoup plus dans les pays du Nord. Encore 2 questions, 2 ou 3 questions, puis peut-être on arrête. Voilà. Bonjour, je suis Rebecca, je suis anciennement éducatrice spécialisée en master de sociologie. J'aimerais vous poser une question, peut-être qu'elle est hors propos, mais il me semble qu'elle se presse. Pour moi, c'est comment en fait on insuffle ce nouveau projet de politique dans ce contexte où le nationalisme fait qu'augmenter et aussi, j'oserais dire, dans un contexte de crise des solidarités, je rajoute une autre crise. Parce que aussi, je crois fondamentalement qu'il est très pertinent de redonner la parole à toutes les personnes, mais il faut aussi poser, en fait, pour moi, organiser pour donner cette parole, les conditions pour donner cette parole. Et aussi, j'aimerais faire une autre aparté sur la question aussi des peuples qui ont été dépossédés. Je suis
aussi franco-canadienne. Et je crois que ce changement politique, il ne peut pas se faire sans le savoir aussi de ces peuples autochtones qui ont été justement pillés et dépossédés, mais qui ont aussi cette richesse. Donc la richesse des voix des personnes, mais donner les conditions et ne pas passer à côté aussi de cette richesse des peuples autochtones. Merci beaucoup. Je pense que ça pose vraiment la question du personnel politique, de qui sont aujourd'hui les responsables politiques, de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils connaissent de leurs concitoyens. Ma crainte, c'est qu'ils ne connaissent pas très bien. C'est vrai que... Alors moi, vous voyez, par exemple, j'étais à l'ENA avec Jean-François Copé, Nicolas Dupont-Aignan, Renaud Dutreil. Je ne sais pas si c'est des gens qui étaient passionnés par l'étude des conditions de vie de leurs concitoyens, mais en tout cas, je sais qu'ils avaient très envie de faire de la politique. Voilà, je pense qu'on a un problème d'élite politique et qu'on ne pourra... Moi, je crois beaucoup dans les partis politiques et dans la responsabilité des politiques, donc je pense qu'il faut qu'on ait une classe politique plus responsable, qui connaisse mieux les gens et qui assure, porte un programme qui s'intéresse beaucoup plus et qui connaissent beaucoup plus la vie des classes populaires et qui mettent ça au centre de leur réflexion. Sur les peuples autochtones, je ne sais pas. Oui, alors une question peut-être provocante. Donc, une société désirable, je crois qu'on est tous d'accord pour aller dans cette voie-là. Mais la question, c'est quels alliés avez-vous? Et une piste que je vous suggère et qui va être peut-être provocatrice, c'est finalement, est-ce que ce n'est pas en Europe, dans les pays du Nord, en Allemagne, etc., qu'on peut trouver des alliés pour faire changer la France? Ce n'est pas du tout provoquant. Je suis entièrement d'accord, bien sûr. Bien sûr. Mais... Et en France, quels alliés avez-vous? Alors moi c'est pas moi, hein. Enfin, je suis pas une femme politique et je pense, si vous voulez, je pense que des tas de gens sont en faveur de ça. Il y a des forces et des énergies partout. C'est aussi pour ça que je parle de passion positive. Simplement, personne ne sait les fédérer. Et du coup, les gens se tournent vers des démagogues dont ils pensent que ça va régler leur situation. Mais des énergies positives et des envies, des aspirations, des attentes, il y en a partout. Simplement, on ne sait pas les faire monter, les fédérer, les coordonner, les décupler. Il y avait une avant-dernière, pardon, ici, et puis après je vous passe la parole. Alors, il y avait... Ouais. D'accord. Oui, c'est assez rapide, c'est plus un témoignage sur la question de la valeur travail qui sera peut-être, pour finir sur une note optimiste. Il se trouve que j'ai côtoyé de près le monde de formation des ingénieurs et j'ai vu une évolution des élèves ingénieurs, mais vraiment radicale. Il y a 20 ans, c'était ce que j'avais appelé la période de Bernard Tapie, où il s'agissait de s'en mettre plein les fouilles, de faire des heures impossibles. Et puis ensuite, on a vu des élèves ingénieurs qui commençaient à partager, à être préoccupés par l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Et puis des gens qui rentraient dans des associations style Ingénieurs sans frontières et qui s'intéressaient de plus en plus aux sciences humaines. Et le point d'aboutissement, je dirais, c'est tous ces mouvements qu'on a vus dans les remises des diplômes où des ingénieurs disent qu'ils ne veulent pas travailler pour Total. Donc je pense qu'il y a quand même là une petite lueur d'espoir et je voulais en témoigner. Merci beaucoup. Et je pense aussi que si on était capable, ce projet que l'on pourrait proposer aux personnes, un projet qui consisterait finalement à réparer le monde et le remettre sur la bonne voie, je pense que ça réglerait une partie des problèmes de sens du travail, hein, tous ces gens qui ne trouvent pas de sens à leur travail, qui s'ennuient, qui en ont marre de bosser pour l'actionnaire, etc. Et là aussi, ça pourrait décupler les énergies. Juste une question, je vous remercie pour votre présentation. Quelle est la position de
l'Organisation internationale du travail. Apparemment, l'Organisation internationale du travail, j'avais eu l'occasion d'entendre des choses intéressantes par un professeur au Collège de France qui a été pendant, je m'excuse, Suppiot, je crois. Et alors, là, comment vous travaillez, comment la France travaille au sein de ce système? Parce que je suppose qu'on fait naître des injonctions ou des conseils et éventuellement on regarde un peu au-delà du franco-français. Parce que moi, c'est vrai que la planète, il y a la moitié de la planète qui s'est réunie à Pékin, hein, et avec... et eux, est-ce qu'ils parlent du travail? Comment ils parlent du travail? Parce que je crois les jeunes Chinois n'ont pas envie d'être des esclaves non plus. Alors, que fait l'Organisation internationale du travail? Je ne suis pas du tout dans le métier, mais j'ai entendu parler de ça. Moi, j'ai l'impression que l'institution est bloquée aujourd'hui. Hein. Elle est bloquée, elle est organisée de façon tripartite, donc les gouvernements, le patronat, les syndicats. Le patronat ne veut plus bouger. Il y a une alliance gouvernement-patronat et du coup, l'institution est complètement bloquée alors qu'à une époque, elle a été très en avance. Je parle sous le contrôle de Marie. Oui, non, ce n'est pas des choses que j'ai suivies mais, récemment, mais ce que je sais, c'est qu'il y a eu, je crois, un projet de réforme de la constitution de l'OIT dans lequel, justement, Alain Suppiot, il y avait tout un groupe d'experts qui avaient travaillé et que finalement, ils avaient effectivement des idées pour pousser l'organisation, pour vraiment pousser les questions du travail et que finalement, ça a accouché un peu d'une souris et d'une déclaration d'intention qui était même en retrait sur les déclarations antérieures de l'OIT, sachant que la précédente constitution de l'OIT, c'était précisément la déclaration de Philadelphie dont tu as parlé, et qui effectivement reste, enfin, dont la mise en œuvre reste d'une actualité brûlante. Moi, j'avais envie de dire, si on cherche des valeurs pour nous guider, réparons le monde, on a toutes les chartes européennes de la Terre, que ce soit la Convention européenne des droits de l'homme, que ce soit la charte européenne des droits fondamentaux, qui fondent des valeurs de fraternité, de solidarité, etc., qui sont la base sur laquelle on pourrait reconstruire. Ce qu'il y a de dramatique, c'est que personne ne prend au sérieux ces mots-là, et notamment ni les politiques, ni même la justice. Et c'est peut-être parce qu'on ne les prend pas au sérieux que effectivement il y a un tel désarroi, enfin en plus qu'on n'écoute pas les gens, mais un tel désarroi démocratique. Mais si on arrivait à faire une fédération pour montrer ce que concrètement ces valeurs qui sont affirmées, qui ont une valeur positive aujourd'hui, juridique aujourd'hui, si on arrivait à pousser ça, à montrer la potentialité de ces valeurs, il me semble qu'on pourrait peut-être construire quelque chose. Bon, excusez-moi. Alors, juste encore une fois, oui, mais encore une fois, une pub. Dans notre fameux cycle, dans notre fameux cycle travail, nous avons eu une conférence sur l'OIT qui a été faite par un spécialiste de l'OIT, qui est d'ailleurs dans la salle, mais je ne vais pas lui donner la parole parce qu'autrement, on n'en sortira pas. Mais donc, voilà, c'était toujours dans le même cycle travail, là, il y a 2 ans. Bonjour, je suis... J'y vais, c'est moi? Oui. Bonsoir et merci de prendre ma question. Du coup, vous évoquez trois axes de grande crise. Une crise sur le travail avec, et vous l'avez redit, la verticalité dans les organisations. Aussi, on s'est remémoré les lois Auroux de 82 avec les faibles impacts qu'il y a eu, en tout cas sa difficulté pour s'intégrer dans le monde professionnel. Vous évoquez ensuite les crises de l'État-providence avec la fin du consensus de Philadelphie, et on voit aujourd'hui dans les rues avec les grandes grèves autour des retraites, on voit la mobilisation autour de la loi Duplon, on voit des mouvements de tension qui s'expriment. Autour de la troisième crise, c'est la transition écologique, les crises écologiques. Et là, on peut voir aussi, mais même à travers la loi Duplon, les lobbies très forts et puissants qui sont derrière pour maintenir des intérêts. À travers ça, vous esquissez trois grandes bifurcations
ou en tout cas trois scénarios d'évolution. Le premier, c'est un peu la continuité accélérée, j'ai l'impression. On reste dans le même chemin et on va plus vite dans le mur. Le deuxième est plutôt une illusion techno-solutionniste avec, voilà, on va faire confiance à tout ce qu'on produit et ça va nous faire du Monsieur, bien. est-ce que vous pouvez poser votre question? Ma question, j'y arrive, et c'est un peu dans la continuité de ce qu'on a dit là, c'est, parce que je ne l'ai pas entendu, comment envisagez-vous les rapports de force pour faire bifurquer un peu tout ça? Parce que, pardon, hein, j'ai développé un peu les choses, mais parce qu'on voit bien que dans le travail, dans le corps social et dans les tensions écologiques, il va y avoir besoin d'un rapport de force. Je termine juste un clin d'œil. J'ai soutenu ma maîtrise il y a quelques années devant Gilbert de Tersac, et ça me fait beaucoup plaisir de le revoir aujourd'hui. Et on va peut-être prendre la dernière question, comme ça permettra. Dernière question, courte. Oui, c'est très courte, merci. Thierry Kemenel, je suis ingénieur à NIA, et j'ai écrit il y a 11 ans un livre que vous avez publié, que vous aviez préfacé sur le fait qu'il n'y avait pas de découplage, il ne pourrait pas y avoir de découplage fort entre activité économique et réduction des émissions de CO2, activité économique mesurée par le PIB. Et si on considère que c'est toujours le cas, dans ce cas-là, le PIB est un excellent indicateur. Il suffit de le faire baisser. C'est-à-dire qu'une société qui prend soin du monde est une société dont l'économie est en récession. C'est simple. Pourtant, ce n'est pas ça que l'on perçoit. Les sociétés, quand on a vu les récessions en Grèce, dans les pays, ce n'est pas vraiment tout à fait quelque chose de désirable. Donc ma question, c'est est-ce que vous avez réfléchi un tout petit peu ça? Comment on peut rendre une société dont l'économie est en récession désirable? Merci pour cette belle dernière question. Bon, le rapport de force, il faut l'organiser avec tout ce qu'on peut trouver comme énergie qui doit ensuite avoir un débouché politique, parce que sinon, ça sera la violence dans les rues. Bon, donc ça, on revient à la question de tout à l'heure, quid de la politique, comment, voilà, hein, c'est des questions vraiment très, très, très actuelles. Après, décroissance, post-croissance et tout ça, donc moi, je ne parle jamais de décroissance, parce que ça fait trop peur aux gens. Je parle, avec mes collègues, on parle de post-croissance, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais ce qui veut juste dire finalement, on s'en fiche de la croissance, on poursuit d'autres objectifs, on poursuit la satisfaction des besoins de tous, sous réserve de respect des limites planétaires et de la cohésion sociale. Peut-être que ça donnera de la croissance du PIB, tant mieux. Par exemple, s'il faut des investissements massifs, ça donnera de la croissance, ou peut-être que ça n'en donnera pas. Dans tous les cas, on aura notre indicateur de cohésion sociale qui nous permet de redistribuer ce fameux revenu national. Hop. Je crois qu'on va s'arrêter parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Bon, Dominique, je te remercie infiniment. Je crois que nous le remercions tous pour cette conférence et la richesse du débat qui a suivi, qui a posé beaucoup de questions. J'allais dire haut les cœurs maintenant. Merci à vous toutes et tous. Merci infiniment d'être venus et de cette discussion.